spot haunted up. Remember one late night in the spot, posted up, heard a strange noise. Didn't think much of it, just lit the J up. Figured a nigga was bugging. Heard a muffled voice, like a child crying. May the Lord strike me dead now. If I'm lying, I'm flying. The cries got louder and closer. Scared as fuck, gripping up on a toaster. And then it got quiet, there was dead silence. Next day, hit my man up for details of the incident. No coincidence, the truth. A year ago, crackhead tripping through a baby off of the roof. Since crack hotels in Midtown, me and my niggas, we been down. New York 1 when I buck my gun, I'm doing this, son. Since crack hotels in Midtown, me and my niggas, we been down. New York 1 when I buck my gun, I'm losing it, son. Move, bro. Move, bro. Plus de roses, plus de diamants, nos regards complices, amants. Les dîners en tête à tête, où pour toi je me casse la tête. Plus de je t'aime, plus de dessert. Out, les hôtels vent la mer. Les je vais décrocher la lune, l'utopie de la vie commune. Les plans sur la comète, pour que tu me joues ta plémette. Chanson, chanson, pour que tu reviennes pas, pour que tu reviennes pas, pour que tu reviennes pas. Chanson, chanson, pour que tu reviennes pas, pour que tu reviennes pas, pour que tu reviennes pas, pour que tu. Plus de promesses de fiançailles, de l'eau déchirant, bye bye. Les égolés dans des criques à faire le pont romantique. Plus de sous-marins dans ton bain, penser pour le premier bambin. Plus d'SMS à l'appel pour dire que je te kiffe ma belle. Plus de parties de cœur en l'air, d'heures de 1 en hiver. Chanson, chanson, pour que tu reviennes pas, pour que tu reviennes pas, pour que tu reviennes pas, pour que tu reviennes pas. Chanson, chanson, pour que tu reviennes pas, 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 pour que tu. Bye 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 mère, promesse à la mer, bisous dans le cou, petit regard voyou, ta main à tenir, efface les souvenirs. Caprice c'est fini, tes caprices aussi Saint-Valentin, surprise y'a rien. Sans violence, plus de violon d'amour symphonique. C'était trop long, reprends tes clics. Chanson, pour que tu reviennes pas, pour que tu reviennes pas, pour que tu. Chanson, chanson, pour que tu reviennes pas, pour que tu reviennes pas, pour que tu reviennes pas, pour que tu reviennes pas. Chanson, chanson, pour que tu reviennes pas, 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 pour que tu. Chanson, chanson, pour que tu reviennes pas, pour que tu reviennes pas, pour que tu reviennes pas, pour que tu reviennes pas. Chanson, chanson, pour que tu reviennes pas, 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 pour que tu reviennes pas. Chanson, chanson, pour que tu reviennes pas, pour que tu reviennes pas, pour que tu reviennes pas, pour que tu reviennes pas. Messieurs, dames, bien le bonjour les copains, ça y est, il est l'heure du Juste Bistrot, 22 juillet 2025, 16h47, victoire française sur le Tour de France aujourd'hui, Valentin Paré-Peintre qui s'impose au sommet du Mont Ventoux, c'est un homme heureux que vous avez ici, un homme à la truffe, tu vois, la truffe est brillante, parce qu'on part sur une très belle émission, et en plus ça met du bonheur, ça met de la joie,
cocorico, comme on dit, coquedildoudi, comme disent ces cons d'anglais. C'est que du plaisir, les amis, de vous retrouver. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes au taquet, que vous êtes plein badin. Moi, je suis un petit peu blanc avec ces lumières à la con. Ah, on va régler ça parce que... Oh, ben oui, non mais c'est pas normal d'être blanc comme ça, je vais avoir des problèmes avec Lilian Thuram après. Quel plaisir les amis, de vous retrouver pour le Juste Bistrot d'aujourd'hui. On a du lourd qui arrive dans l'émission les copains. On a le procès Pellico, je vais vous en parler, coup de gueule. On a l'affaire Epstein, je vais vous en parler, coup de gueule. On va parler rougail et saucisse, parce que j'ai envie de vous parler rougail et saucisse. Je vais vous parler des poisons de l'été. Coup de gueule. Et on va finir, je vous l'avais promis depuis plusieurs jours les amis, ce soir, gros moment dans le Juste Bistrot, on va aller sur mes 5 comédies françaises préférées. Il y aura du débat, il y aura du clash, il y aura de la vie, il y aura du plaisir, et il y aura de la joie. Il y a de la joie, par-dessus les hirondelles, il y a de la joie. Charles Trenet, bel hommage à Marlène Schiappa par rapport au nom de famille. Donc, il y a de la femme de joie. Non, je déconne. C'est de l'humour, arrêtez. Tu vois, je suis en forme, je suis allé courir ce matin, vous me poussez à dire n'importe quoi d'entrée de jeu. Non, attention quand même. Moi, je suis Charles Trenet, moi. Ça va pas très vite. Voilà, les amis. J'espère que ça va. Dites-moi un petit peu qui fait quoi. On est mercredi. Oh, on est mardi. Ben non, on n'est pas mercredi, je suis con. On est mardi. Qui fait quoi par chez vous, les amis ? Est-ce qu'il y en a qui sont en vacances ? Dites-moi dans quel coin vous êtes en vacances, que vous aimez, là, les coins que vous aimez bien, les amis, les bons endroits pour les vacances. Voilà, ça fait plaisir, parce qu'on aime ça. On aime la vacance, on aime le soleil. Hein, il n'y a plus de soleil quand elle est partie. Ain't no sunshine when she's gone. Billy Waiter, c'est extraordinaire. On aime le jazz, on aime le blues également, on aime toutes ces musiques-là. Y a mon Ishigo Bankai 38 qui dit « Je viens de renouveler mon abonnement Twitch à juste milieu. Merci camarade. » Eh oui, attends, j'en ai vu passer. Bouge pas. Ishigo, ben voilà, merci mon Ishigo Bankai 38. Subprime, 28e mois. C'est rigolo, je suis né le 28 avril. Il y a un lien, il y a sûrement un lien. C'est... Peut-être. On sait pas. Il y a des vraies questions qui se posent. Je réponds dans le chat parce que ça fait plaisir. Ça fait plaisir, les amis, on papote. On part sur une belle émission. On part sur 2 heures de bonheur. Je vous le dis tout de suite. 2 heures de demi-molle en direct. Hein. J'ai mon Orlov 1389 que j'embrasse. J'espère que tu vas bien, mon camarade, qui dit « Adieu Rémi, de retour de vacances après un petit séjour chez la famille au Monténégro. » Ça régale. Est-ce que c'était bien, mon camarade ? J'espère que tu t'es bien amusé. Il y a Blue Octopus 0608 qui dit c'est quoi ton dessin animé préféré, mon Rémi ? Alors ça, c'est une bonne question. Écoutez, j'y réponds. Putain, elle est pas facile, cette question. Elle est pas facile. Et j'ai envie de te dire, je crois que ce que j'ai le plus aimé étant petit... Bref, il y a match, mais je planche pour un Oggy et les cafards. Oggy et les cafards, j'aimais bien quand j'étais petit et j'ai continué à regarder assez tard, jusqu'à 14-15 ans, parce que j'aimais bien le délire. Et ouais, Oggy et les cafards, les zinzins de l'espace. J'aime bien tout ce délire. De zinzins de l'espace, générique de Iggy Pop. On ne le dira jamais assez. Donc, c'est un délire. Ouais, je mettrais match nul les deux. Les Simpsons, j'ai commencé à regarder, mais j'étais déjà plus grand, tu vois. Pour moi, le dessin animé, il y a une notion de souvenir d'enfance. Donc, je te pars sur un Oggy et les cafards. Ouais. Je te pars là-dessus sans aucun problème. Ah, il y a Bayard92 qui dit Goldorak. Simuk 29, les mystérieuses cités d'or. Et vous êtes sympa, mais j'ai 31 ans. J'ai pas connu quand j'étais petit. Vous les vieux, là... Vous, les ronds de cuir. Hein, alors ça, j'ai connu pour le coup, en termes de rêve de vieux. Mais non, Goldorak, Capitaine Flamme. Capitaine Flamme, tu n'es pas de notre galaxie. Alors prends ta smala, n'est-ce pas, et rentre chez toi. Non, c'est pas le générique. Capitaine Flamme, tu n'es pas de notre galaxie, mais tu es de la nuit. C'est ça, hein. Et tu es loin d'ici, Capitaine Flamme. Non, si loin de la. La 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 la.
Ouais, pareil, Albator, pareil. Pareil, Albator, j'ai pas connu. Par contre, je connais un nouveau dessin animé qui a lieu à l'Elysée, ça s'appelle Albatar. Ouais, ça je connais, ça je regarde. Ça, j'ai pas le générique, mais je connais. Ouais, non. Bah oui, mais Blueby 3, il dit c'est honteux, excuse-moi d'être jeune. Ah ouais, mon gars. Hein, toi, t'as de l'arthrose, moi je prends de l'héroïne, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Ah oui, non, j'ai pas connu. Les Chevaliers du Zodiac, pareil. Ken le Survivant, c'est la génération de mon frère. Parce que j'ai un frère. Première information. Merci à mon Jérôme, 010277. J'espère que tu vas bien, mon camarade, qui vient de sub 22e. Moi, j'espère qu'il fait pas trop chaud, là. Ça doit envoyer un petit peu, là, vers Toulouse. Les Shadok, pareil, ça, je connais pas. Mais oui, mais bon, vous avez tous 120 ans aussi. Blue Octopus 0608, il dit moi, c'est Heidi. Heidi. Ouais, mais bon, les gars, là. Heidi, bon, faites un effort là quand même. Heidi, là quand même, hein. Ça commence à être Vichy, 42, De Gaulle à Londres, attention quand même. Hein. Non, Heidi, alors là, non, j'ai pas du tout connu. Hein. Bah oui, mais bon, et je ramène un petit peu la réalité des choses. J'ai 31 ans, les amis. Ça m'intéresse tout ça parce que mon frérot m'en a parlé. Puis moi, ce que j'aime dans la vie, par contre, c'est Trivial Pursuit. Ça, j'aime beaucoup. Donc, j'essaie d'apprendre plein de trucs, plein de rêves pour gagner au Trivial Pursuit. Et c'est vrai que vos dessins animés de vieillards, je les connais. Je les connais pour le Trivial Pursuit. Voilà, il y a Marie dans le chat, Génération Minicum. Ah, ça, c'est un truc sérieux. Les Minicum, on a oublié. Ah, on va s'en passer un petit extrait. Ah, c'est un petit moment nostalgique. Ah ouais, petit moment nostalgique. Quand Jean-Hugues Lahaye n'était pas allé encore rentrer dans des mineurs. Enfin, à l'époque. Regarde, Minicum. Tiens, on va se mettre des Minicum. Après, de toute façon, peut-être on fait 3 heures d'émission. Je sais pas. J'ai plein de sujets. Il va falloir que ça rentre. Donc, comme dirait Darmanin... va falloir que ça rentre. Oui, les Minicum, putain, ça c'était bonnard, ça. Tiens, qu'est-ce qu'on se fait? Il y avait leur chanson Mélissa, j'ai jamais pu blairer, ça par contre, ça me plaît, ça m'a jamais fait rire. Tiens, Coco sur le ring. Allez, on part là-dessus. C'est un juste bistrot qui nous régale. On part là-dessus, les amis. Les Minicum, c'est du plaisir, c'est de la nostalgie. On embrasse évidemment Dorothée, qu'on salue, qui nous regarde peut-être pas du tout, d'ailleurs. Allez, c'est parti. Chicago Stadium pour le combat du siècle en 10 reprises. Bon alors vas-y Coco, Ouais. tu soignes ta droite. Ouais, c'est bon. Tu soignes ta droite. C'est bon, là, je vais le dévorer, moi. Première reprise. Allez, vas-y, ta droite. Allez. Bon, c'est pas grave. Allez, avance. Avance. Non, recule. Protège-toi. Protège-toi, bon. Coco. Protège-toi. Là, c'est pas le meilleur extrait. C'est vrai que c'est peut-être de la merde, celui-là. Mais bon, moi, je regardais ça en rentrant de l'école. J'étais scolarisé à Bellegarde, 30-127, Le Gard, prochain arrêt Marguerite. Nous rappelons à nos voyageurs que ce train s'arrêtera en gare de Saint-Ambrois, Uzès, Alès, Cadignan, Lézignan et trouvera son terminus à Vergès. Nous rappelons que ce train est muni d'un wagon-bar dans lequel nous pourrons vous desservir toute une collection de boissons chaudes, de boissons froides, de viennoiseries, sandwich, plat chaud, plat froid, plat tiède, platini pour les amoureux de cuisine italienne. Nos contrôleurs vont passer à travers les voitures de ce train en vue de vous contrôler. Avant, je voulais être contrôleur de train. Et bon, voilà. Chacun a choisi sa voie. Regarde, Palmade, il a choisi la voie du rail. On n'était pas loin. Hein. Non, les Minicum, ouais, c'était retour de l'école, 16h50 sur France 3. On allait avec la maman milieu. On passait à la boulangerie. On avait un roulé à la saucisse. On partait là-dessus pour le goûter. On partait sur du roulé à la saucisse. Comment crois-tu que j'ai obtenu ce double menton, hein, ça sort pas du cul d'Aladin comme on dit, donc voilà, on est parti sur de l'embonpoint, mais on est parti sur du roulé à la saucisse, petite boulangerie à Bellegarde, on aime beaucoup, alors, parce que ça existe encore aujourd'hui, j'en ai aucune idée, mais ouais, ça rentrait, il y avait du Minicum, et un petit peu après, il y avait Oggy et les cafards, les zinzins de l'espace. Voilà. Après, on va pas parler de dessins animés toute la journée. Il va falloir partir sur autre chose parce que ça va être très très long. Mais très bonne question. Très bonne question en tout cas. Très bonne question. Ça m'a plu, ça me parle, c'est la nostalgie. La nostalgie du bonheur, c'est aussi ça. Le
Juste Bistrot, les amis, c'est aussi ça. Le bonheur, on rappelle, et attends, c'est officiel. Pogacar, c'est Antoine Veillet que j'aime beaucoup sur Twitter, qu'on salue, qu'on embrasse, qui nous dit Pogacar accompagné de Vingegaard battent de 1 minute le record de tous les temps du Ventoux en 44 minutes 47 secondes pour 445 watts étalons et 21 km/h pour les 15,64 km à 8,64, donc c'est monstrueux. Donc officiellement Pogacar a de l'uranium dans le fiac, c'est magnifique. Bref, t'as vu, on est passé d'un sujet à un autre. Mon Romano 5962 qui nous dit Rémi, je sais que tu vas en parler, que beaucoup sont contre Fiche, mais première victoire française dans le Tour de France. C'est le premier truc que j'ai dit dans cette émission. Mon Romano 5962, on embrasse évidemment. Valentin Paré-Peintre, le français qui l'emporte aujourd'hui. Cocorico, évidemment. Les amis. Alors, j'ai plein de choses à vous proposer aujourd'hui, les amis. On a pas mal de sujets, on a pas mal de petits sujets, pas mal d'actualités, bien que ce soit les vacances. Et oui, vous savez, et quand il y a les vacances, les sujets n'existent plus en politique. C'est grave quand ils sont là. Quand ils sont pas graves, il n'y a pas de scandale. Tu te doutes bien que tous les sujets sur lesquels ils se chauffent pour te essayer de dire ouais, on aime les Français, on va leur sauver le cul. Quand il n'y a plus les vacances, quand il y a les vacances, les sujets, il n'y a plus de sujets. Donc c'est vrai que ça calme un petit peu l'ambiance dans les journaux. Ça c'est plutôt chouette. Merci à mon BuzzMe qui vient de sub 23e mois, merci, et qui dit à très vite au Canada, dans 2 semaines. Dans 2 semaines. Ah ouais, on va se mettre des reportages sur le Québec là, d'ici demain. Vous inquiétez pas les amis. Donc, on a l'impression que les sujets se calment un peu, et que nenni, parce que on a toujours droit quand même à des guignols de plateau pour nous déclencher quelques petites polémiques par-ci, quelques petites déclaration par là. Et on va commencer pêle-mêle dans les petits sujets rapidos, les amis, avant d'aller vers les 3 gros sujets ce soir. Affaire Epstein, procès Pellico, mes 5 comédies françaises préférées. On reste là, on embrasse les dom-toms. Yael Braun-Pivet, qui est quand même à la politique ce que la levrette claquée est à la chasteté. Yael Braun-Pivet qui nous a poussé un coup de gueule dans les grandes gueules, ça tombe bien, et qui nous a dit ceci: ces 2 minutes de pur bonheur, j'aimerais que tout le monde ouvre grand ses écoutilles, parce que là, on est dans ce qu'on aime, on est dans la France qui gagne, on est dans la politique qui jamais n'assume, qui jamais ne s'excuse, qui jamais tout court. On est parti, Yael Braun-Pivet. Parce que ça a beaucoup animé nos débats à l'instant, mais on parlait en vous attendant des 45 jours de vacances parlementaires. François Bayrou, lui, a fait savoir qu'il ne partait pas en vacances, qu'il travaillait. Est-ce que c'est pas beaucoup 45 jours? D'où ça sort, vos 45 jours? C'est pas vrai? Je sais pas, je vous demande. Et on a calculé, c'est-à-dire d'aujourd'hui jusqu'au 16 septembre, c'est ça? Donc aujourd'hui, moi, je ne suis pas en train de travailler en étant sur votre plateau, monsieur? Oui, vous? Mais les députés ne siègent plus. Mais c'est pas... Vous savez, il faut arrêter de considérer que les députés ne travaillent que quand ils sont dans l'hémicycle de l'Assemblée nationale. Être député, c'est d'être un élu de proximité. On a des circonscriptions, on est sur le terrain. Je viens de passer 4 jours avec des députés dans les Landes, dans le Gers. J'ai été rencontrer avec Jean-René Cazeneuve des agriculteurs sur le terrain. Nous avons rempli notre mission de député. Et donc, il n'y a pas de vacances parlementaires, il y a une interruption de la session. L'interruption de la session parlementaire, elle est constitutionnelle. La Constitution fixe dans les textes une session parlementaire du 1er octobre au 30 juin. Mais parfois, il y a des sessions Après, il y a des sessions extraordinaires qui sont à la main du président de la République. Bien sûr qu'il y en a eu. Il y en a eu une en juillet et nous avons délibéré pendant 2 semaines. Il y en aura probablement une en septembre. Et entre les temps de session où nous ne siégeons pas dans l'hémicycle, nous sommes sur le terrain, nous avons des permanences. Donc ce ne sont pas des vacances. C'est un mauvais mot parce que ce ne sont pas des vacances parlementaires. Oui, parce qu'en plus, ce qu'on ne savait pas, c'est que c'est la faute du mot. Mal nommer des choses, c'est rajouter du malheur au monde, comme disait Franck Ribéry, il me semble. Élus dans des circonscriptions très balnéaires, eux, ils seront au boulot tout l'été. Donc en fait, il y a un truc, moi, qui m'énerve, et c'est... Le député de Paris, en revanche, il n'y a plus personne à Paris. Il est mais il bosse aussi, mais il faut arrêter. Ils sont en campagne. Vous savez, le bashing des élus... Non, c'est en pas fait, ça bashing. suffit. Si. Parce que les élus ne font rien. Ils sont en vacances tout l'été. Ils sont jamais sur le terrain. Ils sont pas dans les séances publiques. Ça veut quand même dire ce que ça veut dire. Mais non, parce que en fait, retour le 16 septembre, c'est à l'Assemblée nationale en commission.
à l'Assemblée nationale en commission. Tous les députés seront sur le terrain début septembre dans les salons des associations. Vous les voyez. Tous les députés seront de leur circonscription pour la rentrée scolaire. Vous les voyez, on est moi, les saisis députés de Saône-et-Loire, moi, je les vois plus au train. Madame, moi, je les vois toute l'année au train. Quand je viens, je les vois plus au train ces jours. Je suis 1000 fois d'accord avec vous. Après, vous pouvez continuer. Notre démocratie, elle nous appartient à tous. Si vous ne voulez plus avoir d'élus, continuez comme ça. Vous n'aurez plus personne. Ben d'accord, on est chaud de ouf. On est chaud de ouf, Yael. On signe où, s'il te plaît? On signe où pour plus avoir de pompe à vélo comme vous? Parce que l'argument qui est quand même flingué, tu vois. C'est-à-dire que là, on parle des vacances, mais c'est un sentiment. C'est un sentiment de vacances, comme dirait Dupond-Moretti. C'est-à-dire, la question, c'est pas tant juste la question des vacances. C'est un sentiment de fainéantise. On peut prendre... Attends, j'ai vu... J'ai vu un article, c'était dans les Échos il n'y a pas si longtemps, il me semble, sur tu vois, la présence moyenne. Attends, la présence moyenne des députés à l'Assemblée nationale. J'ai vu passer ça il n'y a pas longtemps. Tu dis, en fait, les gars, là, on parle des vacances parce qu'on est dedans, tu vois. Tu vois, regarde, tu demandes à Google, tu demandes à l'IA, alors avec toutes les précautions qu'il faut par rapport à l'IA, évidemment. L'IA, elle te dit quoi? La participation moyenne des députés à l'Assemblée nationale en ce qui concerne les votes est d'environ 24%. Cependant, ce chiffre peut varier considérablement selon les groupes politiques et les types d'activités parlementaires, certains groupes étant plus actifs dans les votes que d'autres, mais moins impliqués dans la rédaction de lois ou les débats en séance publique. Bon, d'accord, allez, grosso merdo, on monte à 30, si tu veux. Bon, c'est ça le problème. Il vient de là. C'est pas juste la question des vacances, de savoir qu'on ne supporte pas que les députés prennent des UV dans leur museau. C'est pas ça la question. La question, c'est un sentiment de branleur, en fait. C'est comme une impression de fainéantise. Et disons que là, on parle des vacances, mais sur la présence moyenne, c'est pas non plus des staccanovistes, les députés. Donc, au bout d'un moment, on arrive à la finalité de ce ressenti qui est que, quoi qu'il fasse, on a des histoires de branleurs. Parce que certains sont des branleurs. Faut arrêter de se raconter des histoires. Et dans le monde normal, ça n'existe pas ce qu'ils font. Parce que Yael Braun-Pivet, si on redevient sérieux 2 minutes, et on rebondira tout à l'heure sur sa déclaration de « Continuez si vous voulez plus de députés », eh ben vas-y, on va alors chaud. Le problème, c'est que, à mon avis, et c'est mon interprétation en tant que citoyen, chacun a la sienne, et dites-moi dans le chat si vous êtes d'accord ou pas. Moi, ce qui me pose le plus problème, c'est que qu'on parle de vacances, qu'on parle de présence à l'Assemblée, de machin, de bidule, qu'importe, il y a toujours des paramètres explicatifs, il y a toujours des bonnes raisons. Ok, si vous voulez. Mais c'est juste que dans la vraie vie, ça n'existe pas, en fait. Il n'y a aucune entreprise où on te dit le taux de présence moyen des salariés est à 24%. Et le patron te dit « Oh, impeccable, nickel, vraiment nickel. » Non, parce qu'en fait, quand mes employés partent en vacances, ils pensent au boulot, donc ça compte, en fait. Oui, en fait, Yael Braun-Pivet, vous nous prenez un petit peu pour des copas trop séchés, dans la mesure où tout le monde, quand il part en vacances, il pense un petit peu au boulot. C'est tout le problème aujourd'hui de la déconnexion avec ces merdes de téléphone, qui est que tout le monde a un peu dans un coin de sa tête, quel que soit son taf, quelle que soit sa responsabilité, c'est la fameuse charge mentale, tu vois. Donc, que Yael Braun-Pivet se cache là-dessus en disant « Ouais, mais en fait, ils sont sur le terrain. Oui, mais Yael, boire des tequila paf au Sainte-Marie-de-la-Mer, oui, t'es sur le terrain, mais c'est pas ton boulot, en fait. Député, c'est pas se dorer la pilule en mangeant des tentacules de sèche sauce mayonnaise. Et je dis pas ça parce que j'ai faim, je dis ça parce que j'adore la sèche. Donc, au bout d'un moment, c'est ce que je trouve terrible, c'est que on est dans un enfumage permanent qui fait que on ne peut plus les croire. Parce qu'il y a eu trop d'impunité, trop de branleurs qui ont nui à la cause, évidemment, et qui ont nui à leurs collègues, sans aucun doute. Mais c'est la fameuse phrase de Nietzsche que j'aime beaucoup. Et là, Nietzsche a dit « Ce qui me bouleverse, ça n'est pas que tu m'aies menti, c'est que désormais, je ne pourrai plus te croire. » Et là, c'est énorme. Et c'est vrai, en plus, la phrase est vraie, c'est pas une connerie. Donc, pour la dire plus sérieusement, Nietzsche a dit « Ce qui me bouleverse, ça n'est pas que tu m'aies menti, c'est que désormais je ne pourrai plus te croire ». C'est la même chose avec les députés, avec nos représentants politiques. Il y a eu tellement de scandales mal ou pas gérés. Il y a eu tellement d'affaires du genre, tellement d'impunité sur des députés, sur des parlementaires qui ont abusé du système, qu'aujourd'hui on ne les croit plus. Et que oui, quand ils partent en vacances, alors que tu as un taux de présence à 24%,
c'est pas des vacances, c'est du temps partiel, gros, tu vois. Normalement, avec les vacances, tu vois la diff, tu vois la diff. Tu passes de 100% de boulot à 0. Tu passes pas de 24 à 0, tu vois. C'est-à-dire, c'est pas des vacances, c'est une activité en plus, tu vois. Donc, c'est ça que je trouve abusé. C'est que on s'est trop habitué à leur dinguerie. Et donc, Yael Braun-Pivet, elle est mimi comme tout avec son t-shirt Jiffy à 2 balles. Mais tu ne pourras pas, vous ne pourrez pas, chère Madame Braun-Pivet, vous ne pourrez pas faire oublier des décennies de conneries du genre. Et c'est quand même énorme, c'est quand même énorme. Et elle nous en a sorti une autre, attends. Elle nous en a sorti une autre, la Yael, sur l'histoire de la dette. Elle nous a sorti ça aussi. Alors là, pareil, hein, comme dit Roi Arthur dans Kaamelott, il faut avoir les bollocks bien accrochés pour celle-là. Responsable dans notre pays. La dette, elle nous concerne tous. La dette, elle... Oui, mais alors, dans ces cas-là, on va dire... Le coût de la dette, c'est quand même beaucoup les retraites. Ça nous concerne tous. On a un peu d'exemplarité dans le train de vie de l'État. On le voit partout. On est même dans une situation... Les chefs d'entreprise qui ont été aidés pendant le Covid, ils sont responsables de la dette. La dette, c'est pas sur le Covid. Mais bien sûr que si. On a des centaines de millions d'euros de dettes qui ont été engendrées par le Covid. Mais majoritairement, c'est pas le Covid, la dette. On est tous responsables. Franchement, tu vois, la dette, c'est comme la sécurité routière. Tous coupables, tous responsables. Bah en fait, non. Si on vote pour vous depuis que la 5ème République a été mise en place, c'est qu'à un moment donné, il y a des représentants politiques en lesquels le peuple place sa confiance pour les mettre à un niveau de responsabilité et que ils sont responsables des belles choses, les raisons pour lesquelles on les amène au pouvoir, et ils sont aussi responsables des mauvaises choses, tu vois. Et Yael Braun-Pivet, en fait, elle a inventé, comment dire, c'est la ère politique. En fait, mais je dis ça sérieusement, les amis, je mets un peu des blagues parce que ça me fait rigoler, mais tu vois, la air guitare, tu sais, t'as des connards, ils font des concours, j'ai pas de guitare, mais je joue de la guitare. Bon. C'est sympa, 3 minutes. Yael Braun-Pivet a inventé la ère politique. C'est-à-dire, je vous prends votre pognon, là on s'est augmenté, là on a fait des dingues, là on a pris des décisions à la con, mais en fait, il n'y a pas d'argent. David Copperfield. En fait, c'est pas nous. En fait, c'est tout le monde. Oui, mais je comprends pas, parce que mon portefeuille, j'en avais un au départ. Et là, vous me l'avez rendu, il est vide. C'est quantique. C'est quantique. Voilà. Alors, faut pas confondre, hein. Gérard Larcher, lui, il fait de la physique cantine. Là, c'est la physique quantique de la politique. C'est qu'en même temps, c'est eux les responsables, mais en même temps, c'est pas eux. Ils sont élus. Ils sont élus. Je veux dire, c'est le principe d'un élu. Hein. C'est le principe d'un élu. T'es élu, t'es plus payé que les autres, t'as pas mal de pouvoir, tu bricoles, t'as des avantages. Et ça se passe bien, tu régales, t'es réélu. Ça se passe pas bien, t'assumes, tu dégages. C'est le principe même de la politique. Yael Braun-Pivet a dit non, on va prendre les avantages et en fait on n'aura pas les inconvénients parce que les inconvénients c'est tout le monde et je trouve que ce qui est intéressant, c'est que c'est précisément ce qui explique le ressentiment des gens à l'égard de leurs élus. C'est-à-dire que, en faisant mine de pas comprendre, parce que Yael Braun-Pivet, c'est le syndrome Sandrine Rousseau, elle joue à l'idiote mais elle ne l'est pas, c'est tout le problème. Enfin, je le pense, en tout cas je pense que ces gens-là font exprès d'être cons et ce sont les plus dangereux parce qu'ils savent qu'ils ne le sont pas. Yael Braun-Pivet, elle apporte à la fois le problème et la solution. C'est-à-dire que si les gens peuvent plus de ces branleurs de parlementaires, qu'il y a une impression d'irresponsabilité, justement, il y a une impression de fainéant, c'est précisément parce que nos députés, nos représentants politiques depuis des décennies maintenant, n'assument pas à l'heure des conséquences. Donc ceci explique cela. Et Yael fait mine de ne pas le comprendre. Yael Braun-Pivet fait mine de ne pas le comprendre. Et comme on disait en Grèce antique, au IVe siècle, avant Michel Drucker, ça casse les couilles au bout d'un moment. Ça casse les couilles et on en a marre. On en a marre. Donc c'est pas, si vous voulez, pour pousser un coup de gueule à 2 balles d'un truc populiste, de dire « Ah, Macron, c'est méchant ». Mais j'essaie de déminer devant vous l'argumentation pour vous donner des billes si un jour vous devez la déminer devant je sais pas qui, votre boulanger par exemple. Ou la boulangère, elle a souvent des belles miches. On embrasse Tex. Et donc, de donner, de quand même déminer sérieusement l'argument, parce que c'est bidon, parce que c'est fragile. Et c'est même assez ridicule, pour ne pas dire caricatural. Donc, sans transition, comme disait Conchita Wurst, sans transition, les amis, j'avais envie, alors dites-moi dans le chat d'abord, après on va sur la transition et vous allez voir, c'est du très très haut niveau.
Dites-moi ce que vous en pensez, les copains, sur cette séquence-là. Quel est votre regard à vous, les copains, de ce que vous en pensez, si vous êtes d'accord, si vous n'êtes pas d'accord. Il y a Moinarki08 qui dit « Mais on avait des députés sérieux sur le terrain, c'était ceux qui étaient maires, mais maintenant avec le non-cumul des mandats, c'est terminé. » Je suis complètement d'accord. Je ne l'ai pas rappelé, j'aurais dû, parce que je le dis souvent, et je pense que vous connaissez mon point de vue là-dessus. Autant il y a tout ce que je vous ai dit, et que je pense profondément, autant je ne veux pas tomber dans le tous pourri. Parce que pour moi, le tous pourri est ce qui donne raison à nos politiciens, ce qui les protège de la réalité. Ils peuvent se cacher derrière le « Mais vous voyez bien que le peuple fait des raccourcis ridicules à dire tous pourris. » Non, 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 non. Vous n'êtes pas tous pourris. Et c'est ça le problème. C'est qu'il y a des gens qui s'y filent, comme on dit, il y a des gens qui font le boulot. Parmi les sénateurs, les députés, les maires, ce que vous voulez. Il y en a plein qui font le taf. Et c'est d'abord à eux que les branleurs et les escrocs nuisent. Et c'est pas tous pourris, c'est certains pourris qui embêtent tout le monde. Et c'est là-dessus, j'insiste vraiment, les amis, pour ne pas tomber dans ce raccourci qui leur donne raison in fine. Parce que si on tombe dans le tous pourri, on donne raison à nos dirigeants qui méprisent le peuple, qui prennent le peuple pour une sorte de masse infirme, qui n'est pas foutu de raisonner en dehors d'un raisonnement binaire, soit c'est super, soit c'est tous pourri. Il faut leur donner tort là-dessus. Et il faut leur dire, non, vous n'êtes pas tous pourris. On a juste envie de faire le tri. Et les pourris officiels, à la Estrosi, à la Manuel Valls et compagnie, et tutti quanti, c'est ceux-là qu'on veut dégager. Pour mettre en lumière ceux qui font le taf. Et après, c'est pas une question de parti. RN, LFI, gauche-droite, je m'en fous. Vous mettez qui vous voulez là-dedans. Mais j'insiste vraiment là-dessus, les amis. Ne tombons pas dans le tous pourri parce que c'est paradoxalement ce qui leur donne raison, je trouve. Je sais pas si vous serez d'accord là-dessus. Il y a Dans ton milieu qui dit il y a une vidéo de Hollande jeune qui tourne et il dit attends, et il est tout fier de dire qu'il travaille pas trop et qu'il a plein d'avantages. Bah oui, non, c'est clair. Hollande, on le met dans la charrette des pourris, évidemment. Stratus 13, c'est clair que leurs secrétaires, ils vont pas s'arrêter pendant leur travail de terrain. Romano 5962, la politique, c'est comme un bocal, tu trouveras toujours la moisissure en haut. Ah, je la connaissais pas, elle est bonne celle-là. Mon Karim, c'est HUO de Pierre, j'espère que tu vas bien, mon Karim. Pas tous pourris, mais il y a quand même une pelletée d'abrutis, pourris de l'extrême gauche à l'extrême droite. Radical Libre 9, une très grosse part de pourris, et de plus en plus pourris, bientôt irrattrapable. Divinite, 974, il n'y a plus de représentants du peuple à l'Assemblée, il n'y a que du recasage et du copinage. Ceux qui gèrent l'agriculture ne sont même pas agriculteurs et celle qui est ministre des Armées n'a pas fait de service militaire et ne sait certainement pas tenir un fusil, à part celui de son mari. Métaphore, évidemment, par rapport au chibre. Non, mais les amis, vous voyez en plus, le réel nous donne tort. On ne peut pas tomber dans le tous pourri parce que je vous rappelle qu'il y a 2 semaines maintenant environ, nous pleurions tous la mort d'Olivier Marleix, qui était député de son État. Donc, il y en a au moins, si l'en fallait un, Olivier Marleix était la preuve que c'est possible. Et peut-être que ça lui a coûté la vie, ça c'est le fameux mystère, peut-être ne saura-t-on jamais. Mais vous voyez ce que je veux dire, les amis. Olivier Marleix nous a démontré que, justement, c'est pas tous pourris. Et il y en a plein d'autres qui sont comme ça. Je suis sûr qu'il y en a plein d'autres qui font le taf, qui bricolent, qui s'y filent depuis des années, et ça c'est plutôt chouette. Donc je pense que c'est, en tout cas c'est la ligne que je vous propose, les amis, d'éviter de tomber là-dedans. Les copains, sans transition, sans aucune transition, j'en avais parlé hier, vous le savez, c'est le juste bistrot comme je l'aime. On parle de tout, des sujets qui nous minent le moral, des sujets qui sont rigolos, des sujets un peu les deux. On parle de vous, on parle de moi, on discute. Hier on avait les copains dans le Discord, on discutait à l'oral et c'était super. Et en ce moment j'ai envie de mettre en avant le patrimoine de nos belles régions, le patrimoine gastronomique, mais pas que. On se fait des vidéos d'histoire, on se fait plein de choses. Et aujourd'hui, je vous l'avais annoncé hier, Rougail Saucisse. À la rencontre du Rougail Saucisse, j'avais envie de ça régale. Juste après, on ira sur l'affaire Epstein. C'est quand même un autre délire en termes de rougail et de saucisse. Et ensuite, on parlera de l'affaire Pellico avant de finir sur mon top 5 des comédies françaises. Ça va jaser. On est parti à la rencontre du Rougail Saucisse. Ça va régaler, c'est la France qu'on aime. Enfin. Mon Dieu que ça a l'air bon. On embrasse tous nos amis de la Réunion, évidemment, on embrasse tous nos amis créoles. C'est magnifique ce que vous faites, c'est du bonheur. Mais je rêve d'aller à la Réunion, je vous en supplie. Là, on va s'organiser, on va venir à la Réunion. Je te dis, on va venir faire le spectacle Zinzin à la Réunion. Ça va chier les bulles carrées, on va s'éclater.
Je vous le dis, il va y avoir des dingueries. Faut qu'on le fasse. J'ai trop envie. Ça m'a motivé. Par contre, le piment, les copains, j'aime bien manger un peu épicé, mais attends, je vois des amis, il y a Divinit Re 974 qui dit merci Rémi, on est tellement négligé ici, ça fait du bien. Ben oui, mais c'est tous les copains. Attends, la Réunion, la Martinique, la Guadeloupe, mais je rêve d'y aller, je suis jamais allé en plus. Mais vous faites des trucs super. Attends, putain, il y a à boire, il y a à manger, c'est parfait. Tous les copains là qui connaissent le rougail saucisse. Petite question en termes de piquant, parce que j'en ai aucune idée en fait, et je fantasme la piquance. J'aime bien manger piquant, mais à mon avis, je suis une pompe à vélo, vous allez vous foutre de ma gueule. Le piment, c'est piment oiseau, je suppose, par rapport au sriracha. Tu sais, la sauce sriracha, bon, c'est un truc d'enfant, j'imagine pour vous, mais ça pique ou pas? Ça pique comme sur une échelle de 0 à 42. Ça pique combien plus? La phrase est pas ouf. C'est Stéphane Séjourné qui m'écrit mes phrases. Ça pique plus fort, voilà. Pouce Mulot, il a pas compris la question, il a dit plus fort. Bah oui, mais je m'en doute. 30, ah oui merde, 20 fois plus, nous dit Pouce Mulot. Mon Jérôme il dit 15. La sriracha 0. Je savais 10 minutes Re 974, je savais que t'allais te foutre de ma gueule. Ouais, non mais attends, qu'est-ce que j'ai goûté Attends, il y a quoi? Il y a par rapport à la harissa. Harissa, on est au-dessus de la sauce sriracha, je pense qu'on est d'accord. Par rapport à la harissa, dites-moi, ça pique combien de fois plus? Jusqu'à 42. 42, c'est je suis à l'hôpital. 42, c'est je meurs sur le champ. Non, pas plus 500, mais vous déconnez. Rium, s'il dit n'importe quoi. Bah, quand même. Par rapport à la harissa, quand même. 41,5, mais vous foutez de ma gueule. 20, voilà. Divinity, je le crois. Je le crois ou je la crois? Dis-moi, camarade. 20, je te crois. Ouais, 20 quand même. Bon, j'ai envie de venir à la Réunion, mais vous faites attention, parce que j'ai envie de repartir aussi. Divinity qui le plus fort s'appelle le piment cabri. Ah, attends, bouge pas, je vais regarder ça, j'ai aucune idée de ce que c'est. Piment cabri. Piment cabri. Ouais, déjà, il a une tête... ouais, déjà, j'aime pas sa tête. Ouais, non, déjà, j'y crois pas, tu vois. Piment cabri. Ah non. Non. Après, il me semble que ça se consomme avec un produit lacté. Hein. C'est le cabriolet. Par rapport à l'automobile, en fait. C'est une sorte de... C'est une sorte de blague, en fait, que j'ai essayé. Et voilà, Baldacat, il déboule, il dit « J'arrive, ça parle bouffe, tout va bien. » Bah oui. Évidemment. Tu savais de toute façon en arrivant. Hein, comme dirait ma gynéco, tu savais en mettant le doigt dedans. Horacio qui dit « Quand ça cuit, ça perd du piquant, tu le sens pas dans la bouche directement, mais seulement le lendemain sur le trône. » Philanthrope, piment oiseau séché, j'en ai mâché une fois. J'étais anesthésié tout le côté droit pendant 1 heure. Et je suis une gueule à feu. J'aime bien l'expression, je connaissais pas, tiens. Mustang 06700, commence par t'habituer, va sur le site des sauces piquantes Martin et tu as plusieurs niveaux de sauces piquantes, comment ça t'habitue? Non mais attends, j'ai des trucs. J'ai des... attends, même Milieu, elle m'a acheté ça il y a pas longtemps, non, parce que j'aime vraiment les sauces piquantes, mais en fait, j'ai l'impression qu'il y a une sorte de légende, et pour le coup qui n'est pas une légende urbaine, qui existe vraiment. C'est que tu vois, t'as des gens comme moi, tu sais, je sais pas comment on peut dire, blanc, on va être très clair, de toute façon, on s'en fout, on n'est pas chez Libération, on peut dire les choses. T'as des types bien occidentaux comme moi, tu sais, on se dit, ouais, j'aime bien manger piquant. Ouais. Oh ouais, je suis pas le dernier pour mettre du tabasco. Oh ouais. Et là, t'arrives, t'as un collègue créole qui déboule, t'as un collègue d'une cuisine d'un pays africain qui déboule, t'as un collègue d'un pays asiatique qui déboule, qui te parle de sa gastronomie. Puis tu vois, on a tous le cliché du touriste français qui déboule, je sais pas, en Thaïlande, qui déboule, je sais pas, au Congo, tu vois, qui déboule dans des pays où ça mange épicé, mais sérieusement, en fait. Bon, bah en fait, le mec explose sur le champ, si tu veux. Tu vas en Thaïlande, t'arrives, tu dis, allez, envoie donc ton piquant, monsieur le Thaïlandais. Bon, bah là, en fait, ton fion, c'est le tunnel du Mont Blanc 2 heures après, quoi. Et bon, bah je suis désolé de le dire comme ça. Nos amis indiens, par exemple, tout le secteur de l'océan Indien, pour moi, je considère qu'ils mangent du feu à un moment donné. Hein. À un moment donné, pour moi, tout le secteur, je pense que c'est les pires. Secteur océan Indien, je pense qu'en piquant, c'est les pires. Je dirais. Mais bon, en fait, ça bricole un peu de partout.
Mais ouais, non, mais voilà. Divinite qui me dit le tabasco, par exemple, on peut vider une petite bouteille par personne, on trouve ça pas très piquant. Voilà. Donc, à mon avis, le jour où je déboule à La Réunion, je vais passer pour une pompe à vélo. Mais ça va être énorme. Je rêve, hein, mais je rêve d'y venir. Mais je vais passer pour une pompe à vélo, con. Ah ouais, non, mais non, mais attends, mais c'est. Qu'est-ce que. Ma milieu, elle m'a acheté un pack de sauces piquantes. Et tu sais, t'as l'échelle de Scoville. L'échelle de Scoville, c'est ce qui mesure la piquance des piments. Et je crois que le délire échelle de Scoville, attends, on va regarder le record. Je crois que c'est 2 millions ou un truc comme ça. Tu vois, ça a été inventé en 1912 par un Écossais. Donc il faut savoir que les Écossais, ils ont que ça à foutre. De mesurer la piquance, tu vois. Faut vraiment être écossais. Et voilà. Comment il s'appelait ? Le pharmacologue Wilbur Scoville. Voilà. D'ailleurs, première info, il était pas écossais, il était américain. Voilà. Donc je vous ai dit n'importe quoi. Déjà, regarde, il a une tête à mesurer les piments. Regarde-moi cette fif. Tu sens bien que lui mettait les doigts dans la prise. Hein. Et après, il a fait une échelle de Claude François déjà. Hein. Non mais regarde, c'est pas pour me foutre de sa gueule, hein, mais si un peu quand même. Regarde-moi cette tronche. Lui, tu sens qu'effectivement, toute sa vie, il s'est rangé des piments dans les orifices et il prenait des notes. Il a l'air super sympa, mais il a une tête, tu sens que, oui, il a une tête à manger des piments toute sa vie. Tu commences à avoir les oreilles qui t'aèrent comme ça, les oreilles Dyson, là, qui bricolent. Bon, bah, t'as un front d'1m50. Hein. À un moment donné, on peut y loger une famille quand même. Hein. Bon, bref, c'est lui, Wilbur Scoville, donc il est américain. Wilbur, qu'est-ce qu'il nous a dit ? Il nous a mesuré les piments. Ah oui, alors attends. Mais non, attends, il y a des trucs... Ah oui, voilà, putain, mais je commence à avoir des noms pas possibles. Attends. On va prendre l'échelle. Là c'est, on fait des choses intelligentes aujourd'hui. On fait des choses intelligentes, les amis. L'échelle de Scoville. Le poivron, c'est 0. Le poivron, t'es entre 0 et 100. C'est-à-dire, le poivron, c'est l'étalon de base. C'est un peu le François Bayrou en termes de neurones. Tu vois, 0. Voilà. Poivron, 0. Ceux pour qui déjà le piment ça pique, le poivron ça pique, vous avez perdu. Vous êtes foutus. Alors tu vois, mon tabasco, je faisais le malin. Le tabasco jalapeno vert, j'aime bien, j'en ai un à la maison. C'est entre 600 et 1200. Donc voilà, en fait, les Réunionnais, le tabasco, ils s'en servent pour changer leurs lentilles de contact. C'est que vraiment, le tabasco pour un Réunionnais, c'est l'équivalent de la badoie pour un Français métropolitain. On va être très clair. Bon, on avance un petit peu. La sauce tabasco habanero hot, je l'ai aussi, t'es entre 7000 et 8000. Donc tu commences à bricoler. Le piment d'Espelette, t'es entre 1000 et 3000. Donc s'il y a des Basques qui se promènent, vous êtes des trompettes. Hein. Je vous le dis tout de suite. Ego ake sali, si yo, asulame. Bah, je suis désolé, je parle pas basque. Je m'excuse auprès de tous les Basques. Mais bon, il n'empêche que vous êtes des pompes avec votre piment d'Espelette. On avance un petit peu. Piment de Cayenne, 30 000, 50 000. Tu sens que tu as franchi les continents déjà. Tu as 30 000, 50 000, tu commences à mettre un pied dans quelque chose de sérieux. Piment oiseau, 30 000, 60 000. Donc là, tu commences à bricoler quand même. Là, ouais. Pipérine, ça je sais pas ce que c'est. Piment d'Atil, Rachida d'Atil. Ça pique, surtout pour les tics en politique. Je sais pas ce que c'est. Piment habanero. Là, voilà. Ben, c'est le fameux piment cabri dont on parlait tout à l'heure. Là, tu es entre 150 000 et 325 000. Alors moi, il faut savoir que je me suis arrêté en route déjà. Le plus fort que j'ai goûté, c'est 250 000. C'est une sauce que m'a offert ma milieu, peut-être un message, elle voulait mettre du piquant dans notre couple ou dans mon slip, j'en sais rien. Je me suis arrêté à 200 000. Bon, 200 000 dans ma tête, j'étais Stallone. Hein. Bon, bah en fait, non. Je suis Franklin fessé lacé 2 par 2. Parce qu'après, alors attends. T'as le Bujolokia, qui est un piment aussi appelé Ghost Pepper, au nord-est de l'Inde. Bah, tu vois, je te l'avais dit, là, il faut commencer à être indien. Là, t'es à 850 000, à peu près 1 million. Voilà, donc là, déjà, voilà, là, on rigole plus. Tu commences à avoir des noms, on dirait des bagnoles. Hein. Le Naga Viper, 1,4 million sur l'échelle de Scoville. Là, ouais, là, ça devient sérieux quand même. Je pense que, pour moi, au-dessus d'1,5 million, même les Réunionnais, ils transpirent un peu du front quand même, non ? Rassurez-moi, là. Tu vois, le Trinidad Moruga Scorpion, on regarde la gueule. On dit... Ça a la gueule de l'hémorroïde que t'as à la fin. Hein. C'est fou. Hein. Carolina Reaper. Là, par contre, voilà. 1,4 million. Apparemment, le Dragon's Breath,
est cultivé par les entreprises Tom Smith Plants du Pays de Galles, le plus fort du monde début 2017, juste avant l'arrivée quelques mois plus tard du Pepper X. Alors le Pepper X, c'est 3 millions 1, le Pepper X. Pepper X, le plus fort du monde depuis 2017. Alors ça a été développé par qui ça? Son créateur est de Curie. Et il est américain. Voilà, donc faut être américain pour faire ça. Voilà. 3 millions. Dites-vous que la bombe au poivre que vous pouvez avoir dans votre sac à main pour éloigner les gens, c'est estimé entre 2 millions et 5 millions 3. Donc c'est-à-dire, vaut mieux manger une bombe au poivre. Le faites pas, évidemment, c'est dangereux, c'est une connerie. C'est quasiment au même niveau que le piment le plus fort du monde. Donc en gros, tu manges le Pepper X, t'as Jeanne d'Arc sur ta langue. Enfin, si j'ose dire, parce que c'était pas le genre de la maison. Mais ouais, puis après, tu commences à avoir des trucs. La résinifératoxine. Alors, on va faire un peu de physique-chimie. Est un analogue naturel de la capsaïcine. Capsaïcine qui est la substance naturelle du piment, ça je sais. Capsaïcine qui a des vertus notamment antidouleurs, choses comme ça, on peut retrouver dans les médocs. Santé naturelle, donc les complotistes évidemment. Qui est elle-même un composé naturel. C'est un diterpène d'aphnane, donc diterpène, hein, qui veut dire, là voilà, moi j'ai fait un peu des études, diterpène, d'aphnane. Daphnane, ça doit être un bled au Bangladesh, sûrement, Daphnane, capable d'activer les récepteurs vanilloïdes dans une sous-population de nerfs sensitifs, impliqués dans la nociception, qui est la transmission de la douleur physiologique. Bon. J'ai rien compris. Mais en tout cas, cette merde, c'est estimé à 16 millions Scoville. Ouais, c'est beaucoup quand même. D'ailleurs, c'est milliards. Non, c'est millions. C'est milliards. C'est milliards. C'est beaucoup. À mon avis, c'est beaucoup. 16 milliards Scoville, ça a l'air de bricoler. Alors, en tout cas, c'est intéressant. Je ne sais pas si vous avez appris un truc ou pas, mais ça bombarde. Ouais. Donc, je vais arrêter de faire le malin avec le tabasco parce que je suis une gigantesque trompette. Bref, on avance. On avance, les copains. On refait un bisou à tous nos amis de la Réunion, Saraga, Leroux, Gaï, Saucisse. Prochain coin que je veux aller visiter... Je sais pas encore, mais je vais vous trouver un autre petit reportage, ça va être chouette. Les amis, on retourne dans l'actualité, on retourne sur quelque chose de sérieux. Et là, c'est sérieux. Je voulais vous parler de ça. C'est à mi-chemin entre l'instant grognon, une réflexion que je voulais vous partager pour savoir ce que vous en pensez. Mais c'est aussi une analyse plus globale de l'échelle, enfin de l'état de notre société. Et une réflexion qui va, à mon avis, nous permettre de peut-être mieux comprendre la marche du monde et notamment du côté de nos élites. D'abord, je vous montre un petit documentaire France 3 qui dure 3 minutes pour vous donner le contexte de ce que je veux vous proposer. Pardon, excusez-moi, j'ai oublié le son. Pardon. Je reprends ce que je disais, les amis, pardon. Donc, je vous refais rapidement le contexte, vous l'avez compris, de cette affaire des viols dits de Mazan. Cette affaire terrible d'une femme violée durant son sommeil, qui a été droguée par son mari. Bref, une affaire sordide, on en a beaucoup parlé. Vous êtes au courant. Et pourquoi je vous parle de ça et pourquoi je trouve ça scandaleux. Je vais être très clair, je trouve ça profondément scandaleux. Ce qui se passe du côté du Festival d'Avignon, qui avait lieu ces derniers jours, avec cette pièce de théâtre, lecture, mise en scène, on ne comprend pas ce que c'est. Et je trouve que c'est un véritable scandale. Et c'est un symbole qui va au-delà, je trouve, de l'affaire en elle-même. Pourquoi je vous dis ça ? Ce qui me scandalise, pour essayer de rester froid et de vous partager mon point de vue là-dessus, savoir ce que vous en pensez, ce qui me scandalise, c'est que les procès dits de Mazan se soient terminés en décembre 2024. En juillet 2025, vous avez déjà une putain de pièce de théâtre qui se fait à Avignon
peut-être avec de l'argent public, je le suppute car je n'ai pas de preuves, mais en tout cas qui est présenté dans le festival IN d'Avignon, à grand renfort d'écho médiatique. On a pu lire un papier dans Libération hier, et dans Les Échos, si je dis pas de conneries, à grand renfort de propagande médiatique. On te dit c'est génial, vous avez vu la prise de conscience du monde artistique qui se penche sur cette affaire horrible de ce qu'il se passe une fois la porte des prolos fermée. On a déjà fait un coup de gueule dans le Juste Bistrot, je vous ai déjà proposé un coup de gueule sur le traitement médiatique de l'affaire des viols de Mazan, et notamment cette tribune qui avait été signée par des centaines d'artistes, au moins 200 artistes, qui avaient dit « Mon Dieu, c'est terrible », c'était surtout des hommes d'ailleurs qui avaient signé ça, en disant « Il faut une prise de conscience, vous comprenez, parce que les prolos ont besoin de la bonne morale des élites pour savoir quoi faire ». Et ce qui me scandalise, c'est que cette affaire n'est pas encore terminée. Il y a eu un appel. Donc, c'est un non-respect de l'ordre judiciaire. Ce qui me semble presque illégal, mais je ne suis pas juriste, il faudrait vérifier, de faire une pièce de théâtre sur une œuvre en cours. Après tout, pourquoi pas, liberté d'expression, tout ça. Mais ce qui me rend dingue, ce qui me rend fou, c'est que on se retrouve dans une situation où ce sont encore les élites qui maîtrisent le récit. Alors, qu'est-ce que je veux dire par là ? C'est que, bizarrement, après le hasard, vraiment le hasard, je pense que voilà, et peut-être s'ils n'avaient pas le temps, le hasard, il n'y a pas eu de pièce de théâtre à Avignon ou ailleurs sur l'affaire Gérard Miller. Ce salaud d'agresseur sexuel qui a profité de son métier de psychanalyste pour violer des gonzesses au su et au vu de ces élites bourgeoises qu'il a fréquenté depuis des décennies, notamment chez Laurent Ruquier. Tout le monde savait, tout cet entourage-là savait que Gérard Miller allait recruter ses victimes dans le public des émissions de Ruquier, qui avait une méthode de prédateur. Comme ils aiment bien animaliser les situations, comme nos élites aiment bien ça, on va utiliser les mots qui sont utilisés dans les médias. Il y avait des méthodes de prédateur, au su et au vu de tout le monde. Et bizarrement, il n'y a pas eu de pièce de théâtre. Bizarrement, il n'y a pas eu. Alors, je ne sais pas pourquoi. C'est très curieux. Vraiment, c'est très curieux. Il n'y a pas eu... Alors, je viens de prendre un ban sur TikTok pour harcèlement et intimidation. Bon, on s'en fout. J'en ai plus rien à foutre. Ça commence à me gonfler, cette plateforme de merde. C'est pas grave. Bizarrement, sur l'affaire Gérard Miller, il n'y a pas eu. Il n'y a pas eu ça, tu vois. Par contre, Mazan, oui. On a besoin des leçons de morale des membres de nos élites pour savoir que les prolos, il faut les dompter, il faut leur expliquer ce qui se fait, ce qui se fait pas. Par contre, quand ce genre d'affaires similaires, voire identiques parfois, arrivent dans les sphères des élites, là, il n'y a pas de pièce de théâtre. Il n'y a pas de culpabilisation, il n'y a rien. Et donc, au-delà de cette pièce de théâtre, je trouve que c'est une escroquerie culturelle, c'est un scandale. Vous avez compris, c'est un délire élitiste de gens qui prétendent prêcher la bonne parole au Festival d'Avignon, qui est d'ailleurs un lieu d'entre-soi. Le Festival IN d'Avignon, c'est un lieu d'entre-soi où vous allez faire ce genre de pièce de théâtre à la con devant des bourgeois qui se sont déjà convaincus d'être une élite morale. Donc ils n'ont pas besoin de cette pièce à la con pour savoir qu'ils sont l'élite morale du pays. Bon, ça c'est une chose. Mais ce qui me rend fou et ce qui en dit long sur nos sociétés, parce qu'au fond, il n'y a rien de très nouveau là-dedans, c'est la maîtrise du récit par les élites. Nous ne pouvons pas, nous ne devons pas continuer dans ce système-là qui veut que les élites maîtrisent le récit. Et c'est très modestement, avec les petits bras, le travail que j'essaie de faire avec Juste Milieu, c'est de vous parler de toutes ces affaires à niveau égal, de parler des procès de Mazan comme de l'affaire Gérard Miller, des affaires de pédocriminalité dans l'élite et pas dans l'élite. Parce que aujourd'hui, nos élites maîtrisent le récit. C'est-à-dire que quand eux violent des gonzesses, comme Gérard Miller, mais il y a eu tant d'autres affaires, quand eux violent des gonzesses, c'est un fait divers. C'est une anormalité, on ne sait pas d'où ça vient, on ne comprend pas trop. Par contre, quand ça vient du côté des prolos, là c'est gravissime. Et on va faire des pièces de théâtre, on va faire de la culpabilisation morale, on va faire des grandes explications. Mais autrement formulé, peut-être qu'il faudrait que vous vous occupiez d'abord de votre fiac, en fait. Avant d'aller faire des grandes leçons du côté des prolos, de prendre ces affaires-là pour les monter en épingle et pour continuer de maîtriser le récit en allant jusqu'à la fictionnalisation d'ailleurs, mais c'est encore un autre débat, peut-être que vous pourriez vous occuper de votre cul en fait.
Et que les Jack Lang, les Cohn-Bendit, les Gérard Miller, les Weinstein, si on va dans le monde du cinéma aux États-Unis, ils sortent pas de nulle part. Ils sortent peut-être d'une omerta qui a tout en haut de la pyramide. Ce même niveau de la pyramide qui se gargarise d'aller faire des leçons en bas et d'expliquer que les gros méchants et les gros dérangés sur le plan psychologique viennent du peuple et qu'eux n'ont rien à se reprocher. Parce que c'est tout à fait normal l'affaire Palmade. Parce qu'on peut mélanger les affaires de mœurs, les affaires de sexe, les affaires de drogue. Ça va dans la même chose, hein, évidemment. Et c'est ce qui me rend dingue. C'est ce qui me rend dingue, c'est que cette pièce est le symbole de ces élites qui continuent de maîtriser le récit. Et je trouve ça vraiment scandaleux. Je trouve ça véritablement scandaleux. Et je voulais vous pousser un petit coup de gueule là-dessus, les amis. Qui vaut ce qui vaut. Ça fera pas trembler la Macronie sans aucun doute. Mais je veux vraiment insister là-dessus. Nous ne devons pas laisser échapper la maîtrise du narratif, la maîtrise du discours. Et nous, en tant que peuple, nous devons évoquer toutes ces affaires-là. Quand il y a matière à leur en mettre dans la gueule, nous devons leur en mettre dans la gueule. Ça me semble très important, les copains, d'insister lourdement là-dessus. Et que les procès de Mazan, c'est la marque d'un dysfonctionnement, la marque d'un scandale. Au niveau d'un pays, c'est pas une question de classe sociale, c'est pas une question de couche sociale, et je voulais vraiment insister là-dessus parce que c'est un truc qui me gonfle. Et donc voilà les amis, pour ce petit coup de gueule, dites-moi dans le chat ce que vous en pensez, si vous êtes d'accord ou pas là-dessus. Il y a Mister de Layat qui dit entièrement d'accord, Assassin Crétin qui dit le off. Oui, alors effectivement, là je parle vraiment du IN, hein, du Festival d'Avignon. Vous savez, il y a la partie, on va dire, public de pièces subventionnées d'un théâtre peut-être plus classique, plus contemporain, on va dire. Et vous avez le Festival Off d'Avignon qui est beaucoup plus tourné vers l'humour, vers les comédies, vers les one-man show, one-woman show. Je pense à Marie Reynaud, par exemple, que j'embrasse, qui est au Festival Off en ce moment. Ou qu'il l'était, je sais plus, c'est fini. Donc il y a plein de super humoristes qui passent là-bas, certains qui ont explosé depuis, qui sont devenus des gigantesques stars. On sait qu'en ce moment il y a Karine Dubernet, il y en a des centaines et des centaines. Ça c'est le Festival Off, et là pour le coup je vous invite à y aller. Enfin vous faites ce que vous voulez, le in, le off, faites ce que vous voulez. Mais c'est c'est la différence entre les deux, si jamais, pour ceux qui ne connaissent pas. Hein, voilà. Donc petit coup de gueule les amis, que je voulais vous proposer. Alors il y a Dolphy Lalimas qui pose une question très intéressante, qui dit la victime a-t-elle donné son consentement? Et effectivement, est-ce que cette exploitation commerciale, parce qu'il faut dire les termes, hein, cette exploitation commerciale de l'affaire des viols de Mazan, est-ce qu'il y a eu l'accord, est-ce qu'il y a eu le consentement, je disais le Pellico, ce qui serait un comble. Sur le plan symbolique, ce serait un comble. En vérité, je ne sais pas. Donc, je ne veux pas vous dire de conneries, les amis, mais ce serait un comble énorme. Mais je ne sais pas. Donc, à creuser, mais très bonne question, effectivement. Donc, voilà, les amis, là-dessus, ce que je pouvais vous dire sur ce coup de gueule que je voulais vous proposer. On enchaîne dans le registre des réjouissances. Enfin oui, non, mais on en avait déjà parlé. Il y a un autre élément qui me chagrine un petit peu, mais c'est un débat un petit peu long, on y reviendra une autre fois, sur le culte de la victime, de transformer la victime en héros, et je suis désolé, bon, on va y aller, je suis lancé, c'est pas grave. C'est le partage de réflexion, les amis, hein, que je vous propose là, mais il y a un truc qui me gonfle, et je vous en ai déjà parlé, notamment en m'appuyant sur un bouquin qui s'appelle La stratégie de l'émotion, signé par Anne-Cécile Robert, donc aux éditions Luxe, si je dis pas de conneries, une super maison d'édition. Anne-Cécile Robert fait un travail extraordinaire. Et elle a fait tout un bouquin sur le rôle de l'émotion dans nos sociétés, notamment dans le traitement médiatique. Et Anne-Cécile Robert défend cette idée que on ne peut pas faire de la victime un héros. Et c'est une réflexion qui est très dure. J'en conviens, c'est pour ça que je ne veux pas la traiter hâtivement et balancer ça, mais on est en lien direct avec ce qui se passe avec Gisèle Pellico, dont évidemment, nul ne peut lui dénier le rôle de victime, nul ne peut dire qu'elle n'a pas vécu des choses horribles, c'est évidemment pas le sujet. Mais par contre, de partir de ce statut de victime pour lui remettre la Légion d'honneur, mais quel est le rapport en fait ? Quel est le rapport ? Et ça, c'est un point sur lequel je voulais un peu insister, les amis. Je vais mettre un peu le lumière. C'est vrai que je suis blanc. C'est un point sur lequel je voulais insister avec vous, les copains, parce que on le voit de plus en plus dans notre société, où être une victime devient une qualité. Anne-Cécile Robert prend l'exemple encore plus rude et encore plus sensible, on va dire, des victimes lors des attentats du Bataclan, où on a parlé de héros dans la foulée. Or,
une victime n'est pas un héros. Le fait de subir une attaque, de subir une agression, de subir une violence ne fait pas de vous un héros. Ce qui peut vous transformer en héros, c'est la réponse que vous allez apporter à ça. C'est l'acte que vous allez peser, que vous allez montrer face à ça. Et donc, c'est une réflexion très dure et je vous invite vraiment à lire le bouquin « La stratégie de l'émotion ». Peut-être que j'en ferai une vidéo si ça vous dit, les amis, pour parler un petit peu bouquin, évidemment. Je sais qu'il y avait eu des retours chouettes sur Hypnocratie. C'est un bouquin que je pourrais vous présenter parce qu'il est vraiment fondamental pour essayer peut-être de mieux comprendre notre société, notamment le traitement médiatique de ce genre d'affaires, mais sans jamais manquer de respect à Gisèle Pelicot. Loin de moi l'idée, je pense que là-dessus, on sera au clair. Et bien au contraire, en lui apportant toutes les marques de respect, ça n'est pas un héros. Ça n'est pas une héroïne, en l'occurrence. Le statut de victime est véritablement à dissocier. Et quand on voit le discours, je vous dis ça parce que dans le reportage que je vous ai montré, il y a cet élément-là qui est de dire Gisèle Pelicot, c'est un héros, tout ça. Mais non, mais pas du tout. Pas du tout. La Légion d'honneur, mais au titre de quoi ? Au titre de quoi ? Par quoi vous êtes-vous distingué si ce ne sont des actes subis ? Ça n'est pas ce qui fait de vous un héros. L'acte héroïque, c'est pas une violence subie. Il y a vraiment des choses différentes. Et je trouve qu'on arrive dans une société où on va sanctuariser, on va récompenser davantage la victime pour son statut de victime que le héros qui va commettre un acte de bravoure ou un acte héroïque pour sauver d'autres gens. Et donc, je ne comprends pas en fait ce qui se passe aujourd'hui par rapport à ça. Et sur l'affaire Gisèle Pelicot, il y a un emballement où, par exemple, j'ai entendu certaines féministes médiatiques arriver et expliquer que c'était un symbole féministe, où il y a une forme de récupération idéologique, où on va brandir cette personne et en faire un symbole. Mais le symbole de quoi ? Le symbole de quoi ? D'une femme victime des errances de nos sociétés, certes patriarcales, et du comportement dégueulasse et criminel de certains hommes dans la société, qui sont loin d'être la majorité. Donc, symbole de quoi ? En termes d'engagement, dans l'idée de changer les choses, de s'engager vers autre chose. Et c'est ce que je ne comprends pas. Et la Légion d'honneur, ça a été sincèrement, pour moi, le point de bascule, où vraiment on se dit, voilà, notre société célèbre la victimisation plus que l'héroïsme. Enfin, je veux pas faire de parallèle à deux balles parce que je prends des comparaisons qui n'ont rien à voir et je veux pas que ça nuise à ce que j'essaie de défendre. Je prends vos messages là-dessus, les copains, avant qu'on enchaîne. Il y a Pouce Mulot qui dit d'accord avec la réflexion sur le fond, mais Pelicot a quand même eu le courage d'aller au procès et d'y prendre la parole, ce n'est pas rien. Tout à fait, t'as tout à fait raison, merci, absolument, absolument. Ça mérite pas la Légion d'honneur, mais elle aurait pu aussi ne pas se présenter, ne rien dire. Complètement d'accord, t'as raison, merci de préciser ça. Merci à Pitoche Sed pour le subprime, disiez-moi, merci camarade. Mon Karim Sachaud de Pierre qui dit, mais elle s'est fait violer pour la France ou quoi ? C'est du délire qu'une victime devienne un héros de la France en lui donnant la Légion d'honneur. Sale sera 44, c'est notre société actuelle, on mélange tout, mettre la confusion partout. Victime n'est pas un héros. Tata Yoyo 36, l'héroïne fait oublier le ou les bourreaux. Anarchy 08, on a pire aujourd'hui, Rémi, maintenant des gens élèvent des criminels en victime ou en martyr. Oui, non mais voilà, le culte de la victimisation va jusque-là. C'est-à-dire que la victime était une sorte de statut transitoire où la société, notamment médiatique, va vous transformer en victime ou en héros selon ce qu'on a envie de faire de vous. Mais le statut de victime, en fait, tu peux être un petit peu tout à la fois. Bref, c'est un sujet très intéressant et je pense qu'on y reviendra. Et je vous présenterai ce livre que je trouve assez extraordinaire et qui est très très chouette. Les amis, on retourne sur l'affaire Epstein parce que je vous en ai parlé hier ou avant-hier, je ne sais plus. On revient sur l'affaire Epstein, les copains. J'ai vu une performance extraordinaire dans les médias, une performance de dingue. Je n'avais jamais vu ça, je n'avais même pas cru cela possible. Un article du Parisien, dans le Parisien du 19 juillet 2025, page 4, très exactement. Et une pépite. Alors, on peut reparler de l'affaire Epstein si vous voulez, on en a parlé hier déjà, donc on va pas radoter, je vous ai donné mon point de vue sur les récentes évolutions. Il n'y a pas de nouveau, donc on va pas remettre le couvert. Mais le Parisien a fait quelque chose dont je voulais vous parler. Ils ont réussi la performance d'écrire un article intitulé « Entre Trump et Epstein, une vieille relation encombrante ». Ils reviennent sur les nouvelles affaires, l'histoire de la lettre là, de Donald Trump qui a été retrouvée, donc des récentes évolutions dans l'affaire et les relations entre Trump et Epstein. Je vous en ai parlé hier, donc je vous renvoie vers le Juste Bistrot d'hier pour ceux qui voudraient rattraper l'histoire. Et le Parisien écrit un article
sans jamais écrire le mot pédophile et ou pédocriminel. Jamais. Je vais vous lire le début de l'article. C'est extraordinaire de mauvaise foi. Écoutez. Encore des révélations pour un dossier qui ne se referme pas. Le Wall Street Journal a publié ce vendredi un article attribuant à Donald Trump une lettre salace adressée aux financiers défunts en 2003. Furieux, le locataire de la Maison-Blanche a assuré qu'il s'agit d'un faux diffamatoire et a annoncé ce vendredi soir porter plainte contre le journal et son propriétaire Rupert Murdoch. La publication ravive en tout cas les soupçons sur les liens entre le riche financier new-yorkais retrouvé pendu dans sa cellule en 2019, il devait être jugé pour des crimes sexuels, et le président américain en porte-à-faux avec une partie de ses électeurs lui reprochant de balayer l'affaire. En 2002, Trump fait savoir au magazine New York qu'il connaît Epstein depuis 15 ans. Tous deux New-Yorkais, ils gravitent dans les mêmes sphères privées, à Manhattan comme en Floride. C'est un plaisir de le fréquenter, on dit même qu'il aime les belles femmes autant que moi, et beaucoup d'entre elles sont jeunes, déclare alors le magnat de l'immobilier. Notez que la seule référence à la jeunesse des femmes, elle est mise dans la bouche de Trump, dans cet article. À cette période, tous deux évoluent dans le milieu de Palm Beach où tout le monde frime et étale son argent. Il était fatal qu'un jour ou l'autre, Trump et Epstein se soient tombés dessus, retrace Xavier Hofer, auteur de Jeffrey Epstein, l'âme damnée de la troisième culture. Donc, Xavier Hofer, qu'on salue, qu'on embrasse, qui fait un travail extraordinaire. C'est dire à quel point ils sont allés chercher Xavier Hofer, dont personne ne peut mettre en doute son engagement dans cette affaire Epstein, en tout cas sa volonté de faire la lumière là-dessus. Et le Parisien te fait un article de merde où jamais il te lâche une ref sur les faits qui lui sont vraiment reprochés. C'est extraordinaire. C'est extraordinaire de mauvaise foi, vraiment. Je trouve ça dingo, mais dingo, en plus du reste, en termes de manipulation de l'info. Et je voulais vraiment vous parler de ça. C'est un cas d'école. C'est un cas d'école, vraiment, les amis. C'est complètement dingo. Et Koandamag qui dit en même temps ils vont pas taper sur leurs mécènes. Ah oui, non, mais on comprend les raisons aisément, mais c'est vrai que c'est extraordinaire. C'est vraiment extraordinaire. Je voulais absolument, les amis, vous parler de ça, de cette affaire, voilà, de ce traitement dans le Parisien. On en reparlera de toute évidence. Mais ça, c'est pour cet article Epstein. Donc, on reviendra sur l'affaire Epstein dans les prochains jours, mais je ne veux pas en parler tous les jours. Ça ne servira à rien. De toute façon, il n'y a pas de nouvelles choses. Les amis, je crois qu'il est l'heure. Je crois qu'il est l'heure d'arriver sur le moment chaud. Le moment chaud de cette vidéo. J'avais hâte de vous proposer ça, les amis, parce que vous le savez, j'ai envie de mettre du cool, j'ai envie de mettre de la sympathie, un peu de tout dans le Juste Bistrot, comme une belle recette. Comme une belle recette. Et on va aller sur le top 5. Le top 5 de mes comédies française préférée, les copains. J'avais envie de mettre du plaisir, j'avais envie de mettre du soleil et de la joie pour vous proposer ce classement. Vous allez me dire en commentaire, vous allez me dire dans le chat quels sont les vôtres. Faites-moi votre classement à vous, les amis, c'est très important. Mais là, il va y avoir match, parce que il va y avoir révélation sur cette liste de 5. Alors, je prends des pincettes, les copains, évidemment, parce que je sais que plein de gens vont me dire « T'as oublié ça, t'as oublié ci ». Il y en a tellement. Il y en a tellement. Je vous donne mon top 5. Après, je vous dirai celles que j'adore aussi. Ces autres comédies françaises que j'adore, que j'aurais pu mettre dans le classement. On va le faire. Je sais que ça va faire râler. C'est ce que j'aime. C'est parce qu'on est français. Parce que de toute façon, ce classement, il n'ira pas. C'est impossible. C'est impossible qu'il aille parce que, justement, il y a de tout. Chacun a son classement et c'est ce qui est chouette. On va commencer et je vais mettre la bande-annonce. Je vais mettre la bande-annonce pour tout de suite que vous compreniez. Le 5e, on va dans l'ordre des croissants. Alors c'est bon les croissants d'ailleurs. On y va. Le 5e. Vous l'aurez reconnu, je peux pas mettre d'extrait trop long, les amis, parce que sinon la vidéo va sauter sur YouTube. C'est La Grande Vadrouille. La Grande Vadrouille que je mets en 5e, Gérard Houry, le réalisateur, 1966. La deuxième comédie de Gérard Houry après Le Cornio. On connaît, putain, et bien sûr. Ça a beaucoup moins bien marché. Et voilà, on connaît. C'est La Grande Vadrouille, voilà, cette rencontre incroyable entre ce chef d'orchestre et ce peintre en bâtiment.
c'est La Grande Vadrouille que je mets 5e parce qu'il y a aussi une question de génération. J'ai essayé de voir tous les grands classiques qui ne sont pas de ma génération. Et c'est vrai qu'on aime le contexte, on aime le fait d'aller chercher de la vanne, chercher de la comédie dans ce registre compliqué de la Seconde Guerre mondiale, bon, qui présente les Français comme des pompes à vélo, on va pas se mentir. Mais bon, voilà, on est sur La Grande Vadrouille de Funès, Bourvil, les tauliers de Funès qui encore aujourd'hui fait autorité dans le jeu, fait autorité dans son professionnalisme extraordinaire. Bourvil, dont j'ai découvert il n'y a pas si longtemps, je le savais qu'il avait chanté, mais putain, la tendresse, c'est beau. J'ai écouté la tendresse de Bourvil, c'est beau. Ah ouais. Donc on a voilà, c'est un classique. Je sais que voilà, je le mets en 5e, ça va faire hurler, ça va jaser, mais voilà, c'est La Grande Vadrouille. Je ne pouvais pas non plus ne pas le mettre. Et on a ce qu'on aime dans cette capacité des comédies. On va essayer aussi d'analyser un petit peu ce qui fait la comédie française. C'est l'idée de cette vidéo. Il y a de la réflexion, il y a de l'analyse. Je vous partage ce que j'aime, mais il y a aussi de la réflexion. Et ce qu'on aime dans la comédie aussi, c'est ce décalage dans un contexte grave, dans un contexte lourd. Ce qui peut faire certaines comédies, il n'y a pas que ça. Ce qui peut faire certaines comédies, c'est aussi la capacité à se positionner dans un contexte lourd et d'aller chercher le rire là où on ne l'attend pas. L'exemple, évidemment, auquel on pense, qui est peut-être le plus symbolique de cela, c'est évidemment La Vie est belle avec Roberto Benigni, de ce père et son fils qui sont déportés, et il va chercher de la blague, il va chercher de la vanne avec cette scène du nazi qui déboule dans le dortoir, enfin dans le baraquement, et le personnage joué par Roberto Benigni va faire la traduction pour faire rire son môme, et c'est assez extraordinaire. Et La Grande Vadrouille, on a un registre qui est peut-être moins lourd, qui est moins pesant que La Vie est belle, qui navigue entre les deux horizons, mais La Grande Vadrouille, on trouve quand même ça, on trouve ce décalage dans un contexte lourd, ce rire entre avec ce duo qui fonctionne, hein. Évidemment. C'est mon vélo, mais qu'est-ce que je vais devenir? Piéton. Voilà, on connaît. Paf, voilà. Après, les imitations sont à chier, mais c'est pour ça qu'il est dans mon classement, c'est pour ça qu'il faut le voir. Donc c'est La Grande Vadrouille, les amis. En 5e, c'est La Grande Vadrouille, évidemment. 4e, et là ça va faire jaser, mais je vais vous expliquer les raisons, et c'est surtout par souvenir personnel, par attachement personnel. Le 4e, on va voir si vous le reconnaissez. Hey Sophie, j'espère que t'as pas pris un coup de soleil sur les fesses parce que ça va te coûter cher en bien fine s'il faut que t'étales, hein. Toujours aussi drôle, hein. Tiens, un anglais. Elle est en panne? Non, on n'est pas en panne, elle attend le coucher du soleil, elle adore ça. Si on en... C'est Camping. Évidemment, c'est Camping que je mets en 4e. Alors, je sais, calmez-vous tous ceux qui sont en train de se dire « Mais il a oublié ça, c'est un scandale !» Je vais y venir. Tout ce que j'aurais pu mettre dans le classement. Et vous allez me dire, vous, en commentaire. Donnez-moi vos classements, c'est très important, les amis, voir ce qui se détache un petit peu. Mais Camping, voilà, Fabien Ottoniente, voilà, 2006, ça nous rajeunit pas, putain. J'avais 12 ans. Hier encore, j'avais 12 ans, je caressais ma prof de français. Après, il y a je suis pas ouf sur les paroles. C'est Camping évidemment. Alors pourquoi Camping? Je sais qu'il y en a plein qui vont me dire ouais, mais Camping c'est beauf. Eh ben non. J'adore Camping. J'adore le Camping avant d'aimer le film. C'est ce que je vous ai dit, c'est beaucoup de souvenirs avec ces films. Beaucoup de souvenirs parce que quand j'étais petit, et même encore aujourd'hui, j'allais au camping. Et encore aujourd'hui, j'adore aller au camping. J'ai plein de souvenirs dans un camping à Elne, très exactement, à côté de Perpignan. Je fais du camping depuis que je suis tout petit. J'adore cet esprit, j'adore cette ambiance. J'adore l'odeur du camping, l'odeur de la piscine, l'odeur de la tente quand tu la déplies la première fois. Et ça régale. Et en fait, de voir ça au cinéma, ça m'a régalé. Je les regarde tous, hein. Souvent le 3 qui reste, le 1 qui est mon préféré, le 2 qui est pas fou, le 3 qui est nul. Mais cet état d'esprit du camping, ces souvenirs que j'ai en étant petit, grâce à mes parents, voilà, on allait au camping, c'était génial. Plein de souvenirs, plein de choses extraordinaires. J'ai gardé ce goût-là. Je vais en camping dès que je peux. Et donc, ce que j'ai aimé aussi dans Camping, alors après, le film en l'occurrence, on n'aime pas, on peut trouver ça beauf ou pas, on a quand même un ramassis d'acteurs assez stylés. Gérard Lanvin dans le premier volet, Franck Dubosc évidemment, c'est Mathilde Seigné, c'est
Antoine Duléry, c'est évidemment Claude Brasseur, Mylène de Mongeau. Pour la petite anecdote, d'ailleurs, il faut rappeler que Claude Brasseur n'était pas prévu. Au départ, le rôle de Jackie Pic était destiné à Jacques Villeray, si jamais. Pour la petite info, c'est pour ça que Camping 1 est dédié à Jacques Villeray, parce qu'au départ, le rôle de Jackie Pic devait revenir à Jacques Villeray. Malheureusement, Villeray est décédé, et c'est Claude Brasseur qui a repris le rôle qui lui va évidemment comme un gant. Et ce que j'ai aimé dans Camping, c'est que on a un Franck Dubosc qui est à son apogée à ce moment-là, qui régale avec les 2 premiers volets de Pour toi public, qui remplit des zéniths, qui tourne avec des spectacles. J'ai oublié de vous dire, si je dis pas de conneries, son spectacle au début des années 2000. On a un Dubosc qui plafonne, qui régale, qui fait Camping. Et ce que j'ai aimé dans Camping, c'est pour ça aussi que voilà, ce film il est 4e dans mon classement. Il y a l'aspect familial, l'aspect souvenir, et il y a aussi l'aspect touchant de Camping, parce que Franck Dubosc l'a raconté plusieurs fois en interview. Il est toujours très ému quand il parle de ça. D'ailleurs, je vous invite à regarder des interviews de Franck Dubosc quand il parle de son père qui allait en camping. Et Franck Dubosc, en fait, raconte que son père était ouvrier, donc ouvrier dans les années 60, 70, comme on peut imaginer, avec des conditions pas fastoches. Son père était un homme peut-être un peu refermé, voilà, comme on imagine un ouvrier qui bosse un peu à la dure tous les jours. Et qu'en fait, le camping, les 2 semaines de camping, c'était son bonheur. C'était son bonheur dans une année. C'était son moment où il n'était plus vraiment le même. Il s'ouvrait, il avait ses copains qu'il retrouvait tous les ans. La tradition de l'apéro, des moments partagés, de ce qui fait les bonheurs de la vie simple. Et ce que j'aime dans le film Camping, au-delà de l'humour, moi, qui me fait marrer, mais voilà, après c'est subjectif et chacun appréciera ou pas. Ce que j'aime, c'est qu'on ne peut pas enlever au moins une chose à Franck Dubosc. On peut le trouver drôle ou pas, on peut le trouver excessif ou pas. Ce qu'on ne peut pas enlever à Franck Dubosc, c'est qu'il parle d'un sujet qu'il connaît. Et ce que j'aime dans Camping, c'est que ça transpire le vécu. Ça transpire l'amour du camping. Ça transpire l'amour du sujet. Et aujourd'hui, on a trop de films dans le cinéma français qui sont réalisés par des bourgeois qui n'en ont absolument rien à foutre et qui parlent d'un sujet qu'ils ne connaissent pas. Donc vous avez un film qui n'est pas touchant, qui n'est pas pertinent, où ça ne transpire pas le vécu. Et Camping, toute ma vie, j'ose le dire, toute ma vie, je reconnaîtrai ce mérite, les copains. Parce que j'adore ce film parce que justement Dubosc, il a mis un peu de lui-même là-dessus, il joue le rôle de son père d'une certaine manière. Patrick Chirac, le personnage, il est un peu pensé comme le père de Franck Dubosc. Il y a une sorte d'hommage en plus que je trouve vraiment extraordinaire, et voilà pourquoi je le mets en 4. Pour toutes ces raisons-là, les amis, je sais que vous me le pardonnerez, je le sais les amis, on avance, 3e position. Et là, on rentre sur le podium. Et là, on rigole plus. C'est un 3e qui aurait pu être 4e. Il y a eu match entre 4 et 3, je vais pas vous mentir. Je vais juste mettre une musique. Alors après, bon, vous allez voir le truc. Donc voilà, je vais mettre une musique. Attends, est-ce que voilà, je peux faire ça? Voilà. Et voilà, et évidemment, on y est, c'est les visiteurs, évidemment, que je mets allègrement en 3e position, les visiteurs. Donc, c'est sorti en 1900, attends que je dise pas de conneries, je crois que c'est sorti l'année de ma naissance, non, c'est sorti en 93, donc je suis né en 94, les visiteurs, là encore, il y a beaucoup de souvenirs. Ah, c'est une vidéo entre nous, hein. C'est une vidéo confession, c'est une vidéo partage, c'est une vidéo souvenir ce soir les amis, mais je vous l'ai dit, j'ai envie de proposer ça ces derniers-là, avec Juste Milieu qui est cette évolution, donc je me livre, bah les visiteurs, c'est le film du dimanche midi. Là, maman, elle avait mis le poulet au four, ça sentait bon les patates. Bon, bah moi, à 6 ans, j'étais déjà... Bah oui, j'avais faim, hein, qu'est-ce que je te dise. Ça sentait déjà le poulet à partir de 10h30. Dans la chambre, je commençais à ronger mes oreillers. Et souvent, c'était les visiteurs. Évidemment, c'était le film du dimanche, en famille, avec le poulet. Le daron qui s'endort à 45 minutes du film, on connaît. Peut-être n'a-t-il jamais vu la fin. Et voilà, les visiteurs. Il y a cet aspect souvenir, et il y a aussi, en me renseignant, parce qu'en creusant un petit peu tout ça, d'essayer de savoir pourquoi j'aime bien, les visiteurs, c'est déjà
un truc assez extraordinaire pour l'époque quand ça sort. T'as Jean Reno, t'as Clavier, t'as un casting de taré, tu retrouves Valérie Lemercier, tu retrouves quand même un très gros casting, et c'est surtout un peu une révolution dans le monde de la comédie, où on va chercher ce décalage dont je vous parlais, qu'on va chercher dans l'histoire cette fois. C'est-à-dire ce saut temporel qui est une mécanique assez classique dans les comédies, cette mécanique du saut temporel, où vous prenez un personnage, vous le mettez dans une époque qui n'est pas la sienne, et il est complètement chamboulé, hein, un petit peu comme Morandini avec des stagiaires majeurs, tu vois. Il est complètement chamboulé, le gars. Bon, bah, la dynamique des Visiteurs, l'idée originelle, elle est assez classique finalement dans le monde de la comédie. Et donc, c'est servi par deux acteurs bon, bah voilà, qui ont marqué la chose. Quand votre film a donné naissance à des personnages que tout le monde connaît sans même parler du film, bon bah voilà, vous avez touché à quelque chose de magnifique. Je veux dire, n'importe qui aujourd'hui peut arriver dans une pièce, dire jour, nuit, on sait très bien à quel film ça fait référence. Donc c'est le patrimoine des comédies françaises. Christian Clavier extraordinaire, Jean Reno parfait, enfin des acteurs parfaits qui sont sur mesure dans ce film. Et surtout, ce que je trouve extraordinaire, et il y a un truc vraiment qu'il faut souligner par rapport aux Visiteurs, et je m'en suis rendu compte il y a peu de temps en regardant une analyse sur le film, justement, film de Jean-Marie Poiret évidemment, c'est le montage extrêmement moderne des Visiteurs. Donc, Jean-Marie Poiret qui a aussi à son actif Le Père Noël est une ordure, Papy fait de la résistance, l'opération Cornet de Bif, on est sur du très lourd. Le montage des Visiteurs, c'est un montage comme une vidéo YouTube d'aujourd'hui. Je vous invite à revoir le film, je m'en suis rendu compte il n'y a pas longtemps. En fait, c'est une succession de plans, mais une succession extrêmement rapide. Il n'y a pas de plan séquence, il n'y a pas de déplacement de caméra, ça va très très vite. Comme une vidéo YouTube aujourd'hui qui pourrait être montée, vous savez, pour renforcer le côté gag, tu passes d'une scène à l'autre extrêmement rapidement. Et bien les Visiteurs, c'est ça. Tu as un rythme qui est extraordinaire, et puis tu as des textes qui sont mais fous. Les Visiteurs, on peut le voir 10 fois, on rira toujours sur de nouvelles choses. Et là, vraiment, c'est magnifique. T'as un côté très sketch, très théâtre, sur les citations, sur les phrases, sur le jeu. Valérie Lemercier en bourgeoise, façon Pécresse, qui se serait fait sauter 2 fois plus. C'est extraordinaire, tu vois. Et donc, les Visiteurs, j'adore. Tout ça servi par la musique des Rats. On est parfait. C'est aussi un film qui, dans le cinéma français, a été l'un des premiers à faire du placement de produits. Alors c'est con, mais pour vous dire la modernité en fait des Visiteurs, on peut le voir aujourd'hui. D'ailleurs, le film n'a pas pris un coup dans la gueule. Alors peut-être la scène d'ouverture avec l'histoire de la sorcière et le père de la future mariée de Godefroy de Montmirail qui prend une fléchasse dans le museau. Bon, le coup de l'ours, t'as quelques effets. Tu te dis bon, on était en 93. Mais mes chefs-d'œuvre. En fait, mes chefs-d'œuvre. Tout est parfait. Tout est juste. Dire, moi, je peux hurler de rire à chaque fois, c'est la scène à table. Ne prenez pas ça avec votre ponchouille. Je peux hurler à chaque fois. Je peux hurler de rire à chaque fois. Le jeu des acteurs est parfait. Les phrases, les textes, tout est impeccable. Et tout fait partie du patrimoine maintenant. Et on se rend pas compte de la force que c'est. Parce que tout à l'heure, je vous parlerai de comédies que j'aurais pu mettre dans le classement. Mais les raisons pour lesquelles je ne les ai pas mises, c'est aussi parce que, justement, il n'y a pas cet aspect presque patrimonial qui a laissé une trace sur une phrase, sur une vanne, sur une situation. Et les Visiteurs, c'est très très fort. Et il y a une modernité dans ce film qui est dingue, en fait, qui est dingue. Voilà, tu vois, la transition, elle est... Ah non, mais c'est du grand juste milieu aujourd'hui. C'est du grand milieu. It's big milieu. Donc les Visiteurs en 3, sur la 3e marche du podium, les amis. On va sur le 2e. On va sur le 2e. Et le 2e, je vais mettre une musique. Et là, on va voir ceux qui trouvent. Là, faut être un peu balèze. Alors, regardez pas mon image parce que vous allez avoir l'onglet. Mais regardez pas mon image. Fermez les yeux. Merde, je l'ai mis. Bon, c'est pas grave. Tant pis. Écoutez, j'adore la musique.
Voilà, là encore, je peux pas mettre un extrait trop long, mais je vous invite à écouter cette musique. C'est Le Sens de la Fête. Le Sens de la Fête, les amis. Ma deuxième comédie française préférée, 2017. Donc c'est beaucoup plus récent. Comédie signée Eric Toledano, Olivier Nakache, donc les réalisateurs d'Intouchables notamment, aussi Hors Norme, enfin le film Hors Norme, des réalisateurs bien connus. Un casting XXL. Bon voilà, là encore en termes de personnages, de jeux, enfin Bakri, Jean-Paul Rouve, Gilles Lelouch, Vincent Macaigne, enfin voilà, c'est parfait. Une musique quand même signée, que je vous dise pas de conneries, Avishai Cohen, donc les fans de jazz connaissent évidemment, qui est quand même un jazzman énorme, qui a fait une musique folle sur le film, notamment cette scène à la fin. Je vous en dis pas plus pour pas vous divulgacher, mais voilà, Bakri le patron en fait. Bakri le patron, ce fut l'un de ses derniers rôles d'ailleurs. Bakri le patron, et je le mets en deux. Et je le mets en deux parce que je trouve que c'est la comédie presque parfaite. La comédie parfaite, je l'ai rangée en un, évidemment. Le Sens de la Fête, je trouve qu'on a tout ce qui fait une comédie presque parfaite. T'as un contexte simple. Je vous disais tout à l'heure, ce qui peut construire certaines comédies, ça va être le décalage temporel, le décalage d'être dans une époque grave. Voilà, il y a plusieurs possibilités de construire une comédie, évidemment. Et parfois, c'est simple. Là, en l'occurrence, l'histoire du Sens de la Fête, je vous divulgage rien, l'histoire du Sens de la Fête, c'est Jean-Pierre Bacri qui joue le rôle d'un organisateur de mariage, donc wedding planner, comme disent les Anglais ou les connards, wedding planner, organisateur de mariage, et on le suit dans ses activités, dans l'organisation d'un mariage. Donc vraiment, en soi, l'histoire est nulle, on va pas se mentir, c'est extrêmement basique, ça casse pas trois pattes à un canard, t'as pas un décalage qui peut créer une comédie justement savoureuse, parce que décalage dans le temps, décalage dans l'époque, décalage dans la gravité, t'as quelque chose d'extrêmement basique, sur une scène extrêmement basique, et tout est au millimètre en fait. Ce film, c'est de la physique quantique, tout est au millimètre, avec des acteurs qui sont tous parfaits dans leur gabarit. On a quelque chose de très théâtral, en fait, où on retrouve des personnages bien identifiés. Tout se met en place petit à petit, comme dans une pièce de théâtre. Je pense par exemple à Alban Ivanov, qui est extraordinaire aussi dans le film. Les textes sont ciselés, mais pareil, Le Sens de la Fête, je crois que je l'ai déjà vu 5 fois. Je peux le voir 15 fois, que à chaque fois, tu chippes une vanne, tu chippes un détail, tu chippes un phrasé, qui est parfait, et les acteurs sont exploités à la perfection dans la contradiction, avec Bakri évidemment, qui est dans son rôle de grognon comme on le connaît, mais de grognon humain, de grognon quand même chaleureux à sa manière, qui est parfait en fait à tous les niveaux. Le stagiaire du photographe joué par Jean-Paul Rouve, là encore c'est impeccable, tout est juste, et d'une matière tout à fait basique, ce film devient, je trouve, quasiment parfait, parce que justement tu passes d'une histoire simple qui te fait rire, où tout est bien construit, tout est bien fait, les musiques sont chouettes, tout est juste, et puis tu as une scène finale qui arrive comme une forme d'apothéose, où tu as bien rigolé, tu t'es bien marré, tu t'es accroché à tous les personnages, ils sont tous attachants à leur manière, et la scène de fin, presque elle peut me tirer les larmes à chaque fois. Je la trouve sublime, la scène de fin. Je vous en dis pas plus pour pas vous spoiler, comme on dit. Je la trouve mais parfaite. Et cette musique, donc signée Avishai Cohen, qui est extraordinaire. Et vraiment, les amis, Le Sens de la Fête, en fait, ce qui est fou, c'est que par rapport à tous les autres, même ceux que j'ai mis derrière dans mon classement, Le Sens de la Fête, j'ai pas de bonne raison de le défendre. J'ai pas de... je peux pas vous dire, je trouve ça super, machin. C'est une comédie qui est finalement assez standard, mais qui me fait hurler de rire, qui est tellement intelligente, qui est tellement bien construite, qu'elle a l'immense force de bien faire simple, de bien faire la simplicité. C'est con, mais c'est comme en cuisine. Les meilleures recettes sont parfois les plus simples. Et pourtant, c'est très dur de bien faire quelque chose de simple. Et donc, Le Sens de la Fête, je trouve que c'est ça. Le Sens de la Fête, c'est une bonne omelette. Tu vois. Tout le monde se dit, ouais, bon, une omelette. Mais en fait, une excellente omelette, accroche-toi, Jeannot, parce que c'est pas facile. Et donc, Le Sens de la Fête, en deux. Et là, la première place. La première place, et là, je sais que les pronostics vont bon train, je sais que les hypothèses sont nombreuses. La première place, je l'attribue au Père Noël est une ordure. Le Père Noël est une ordure. Comédie parfaite. Je vous disais, Le Sens de la Fête, je trouve que c'est presque parfait.
Le Père Noël est une ordure. Il n'y a rien à dire. Il n'y a rien à dire. Toujours signé Jean-Marie Poiret, toujours. Ce film, alors là, pour le coup, on parlait de décalage. Là, il y en a un. C'est-à-dire que on arrive dans les studios, enfin dans l'espèce de pièce où il y a le téléphone de SOS Amitié. Donc avec Anémone, avec Thierry Lhermitte, on s'en rappelle. Et on va passer le réveillon de Noël auprès de gens malheureux. Chacun à leur manière, mais de gens malheureux. Et parfois, très malheureux. Il y a tous les sujets dont on n'a pas envie d'entendre parler dans une comédie. La solitude, le suicide, les violences conjugales, la pauvreté. Il y a rien qui va. Vraiment, il n'y a rien qui va. C'est extraordinaire, il n'y a rien qui va. Et c'est pour moi la comédie parfaite. Parce que, alors, tout le monde la connaît, hein, le Père Noël est une ordure, je ne vais pas vous refaire les 1001 citations qu'on connaît tous. Moi, la scène qui me fait hurler de rire, attends, je vais essayer de vous la retrouver quand même, de mettre un petit extrait parce que ça me fume, mais ça me fume à chaque fois. Non mais attends, on va se faire sauter la vidéo YouTube si je fais ça. C'est la scène de Gérard Jugnot qui joue le Père Noël, qui déboule, qui fout Marianne Chazelle dans la baignoire. Après, Thierry Lhermitte vient le récupérer et lui dit non mais c'est quoi ça de lâcher ça, c'est quoi de frapper sur les femmes et tout avec un fer à souder. Thierry Lhermitte qui dit moi j'ai jamais frappé les femmes avec un fer à souder, et Jugnot qui lui répond mais ça c'est parce que vous n'êtes pas bricoleur. Ça peut me fumer de rire à chaque fois. Les textes sont parfaits, enfin voilà, la troupe du Splendide qui est juste parfaite, et je trouve que vraiment, et je pèse mes mots, c'est ce film est la comédie parfaite. Déjà, on est face à une troupe qui sort des bronzés, fondus ski, donc ils sont quand même pas mal au top, même si les 2 premiers films n'ont pas eu l'accueil, ils sont pas devenus légendaires comme on les connaît aujourd'hui. Oui, c'est un fer à repasser par un fer à souder, excusez-moi. Tu vois, je suis vraiment pas bricolo. Et donc, la troupe du Splendide qui arrive avec ce film, on pourrait raconter 1000 anecdotes sur l'histoire du Père Noël est une ordure, c'est complètement fou. On peut parler par exemple de la campagne de pub qui avait été interdite dans le métro à Paris, parce que la RATP avait jugé le titre problématique, le Père Noël est une ordure. Ils ont failli changer le titre à cause de ça. On peut parler des brouilles qui ont lieu notamment avec Anémone. On peut parler de l'adaptation, parce qu'au départ c'est une pièce de théâtre qui ne finit pas du tout comme ça. Il y a eu beaucoup d'adaptations, des histoires folles sur le tournage. Mais en fait, c'est devenu légendaire. Je vous parlais tout à l'heure de patrimoine, c'est devenu légendaire. Le Père Noël est une ordure. Parce que justement, je trouve qu'on est dans ce que l'humour peut faire de mieux. Je trouve dans ce que l'humour peut faire de mieux dans l'histoire, dans l'idée où, je vous parlais de décalage tout à l'heure, le Père Noël est une ordure. Si tu lis le résumé du film sur papier, tu te dis c'est pas drôle. Jamais on peut rire avec ça, c'est impossible. Le suicide, la violence conjugale, la misère, enfin, il y a rien qui va. La solitude, il y a rien qui va. Et pourtant, on te sort un film, la troupe du Splendide te sort un film qui est parfaitement juste, où tu te situes à un endroit où on n'a pas envie de rire, et en fait ils font exploser toutes les soupapes. On retrouve la dynamique de l'humour noir, par exemple l'humour noir chez Jérémy Ferrari, encore avant chez Pierre Desproges, et bien d'autres. Aujourd'hui c'est Laura Lone par exemple, des figures d'artistes comme eux qui vont chercher dans l'humour noir ce décalage où le sujet est tellement lourd, on n'a tellement pas envie d'en rire qu'on est poussé dans notre retranchement, qui fait que le rire devient la seule solution. Et c'est toute la force et à la fois la complexité de l'humour noir, parce que ça peut très vite devenir juste gênant. L'humour noir, c'est une vanne qui est tellement forte, t'as tellement pas envie d'en rire, que la seule solution pour l'affronter, c'est de rire. De désamorcer le truc en mode... Non, mais je peux pas... tu vois, tu fais une vanne sur, je sais pas, ils ont un handicapé, la vanne de Patrick Timsit, par exemple, sur les trisomiques 21, tout est bon sauf la tête. Enfin, les trisomiques 21, c'est comme les crevettes, tout est bon sauf la tête. Il a été poursuivi en justice pour ça. On est d'accord, on n'est pas d'accord, c'est pas le sujet. Mais tu vois, là, t'es face à une vanne. Si tu ris pas, tu pars dans l'émotion. Tu pars dans l'autre voie de « Ah non, mais on peut pas rire de ça » et tu fais des grands raisonnements. Et comme disait Henri Bergson, philosophe français qui a écrit un bouquin philosophique sur le rire, vraiment un essai sur le rire, qui est bluffant, que je vous invite à lire également. Bergson décrivait le rire comme une suspension momentanée, le rire s'adresse à l'intelligence pure, c'est une suspension momentanée du cœur.
C'est ça la définition que donnait Henri Bergson, dans l'idée où le rire s'adresse à l'intelligence pure. C'est-à-dire, le rire ne s'embarrasse pas de l'émotion. Pour prendre un exemple très simple, quelqu'un qui se pète la gueule dans la rue, immédiatement on a envie de rire. Parce que si tu mets l'émotion dans l'équation, tu vas commencer à dire « Oui, mais le pauvre, il s'est peut-être fait mal au poignet, puis en plus c'est une personne âgée et tout ça. » La grande force du rire, quel que soit le registre d'humour que tu choisis dans la palette, la grande force du rire, c'est d'aller te chercher directement à l'intelligence. Et que tu ris comme une réaction, soit de défense dans l'humour noir, ou comme une réaction toute simple dans d'autres registres d'humour. Et je ne pourrais pas vous parler de ça sans ne pas citer le sketch de Dieudonné sur le cancer, qui est pour moi un des meilleurs, où le cancer, des meilleurs tout confondu des sketchs que j'ai pu voir jusqu'à présent, où il te fait 20 minutes sur des cancéreux, en l'occurrence 2 personnes de sa famille. Bon ben voilà, en fait, il arrive chez le cancérologue qui regarde la feuille d'analyse de son patient, qui dit « c'est la carte de Las Vegas qu'on a sous les yeux », ça clignote en rouge, bon ben voilà, en fait... tout est juste, la sonorité des vannes, enfin tout est juste, qui je suis pour juger. Déjà, moi j'ai une pompe, ça fait 1 an que je fais des blagues, je suis stagiaire, mais je trouve ça, en tant que spectateur, je trouve ça extraordinaire. Et donc, pour revenir au Père Noël est une ordure, je trouve que c'est la même chose. Ce sont des sujets qui sont affreusement pas drôles, et ils te font quelque chose qui est parfait de bout en bout. On va mettre du rire là où il faut pas, précisément pour déminer les sujets. Ça ne les rend pas graves, ça ne les rend pas moins graves ou pas plus graves, mais on va les mettre là où il faut pas. Et avec une justesse, avec une perfection dans les personnages, dans les dialogues, dans les scènes. Cette scène de danse entre Christian Clavier et Thierry Lhermitte, est-ce qu'on peut faire plus hilarant ? En comédie française, je pense que j'ai pas trouvé plus hilarant en termes de scène. Les dialogues, on a tous des phrases du Père Noël est une ordure dans la tête. Je vous parle même pas des Doubichou. Je vous parle même pas de Ça dépend, ça dépasse avec Zezette. Enfin, on le sait tous, C'est complètement dingue. Donc, le Père Noël est une ordure en 5e, évidemment. Alors, en premier, qu'est-ce que je raconte ? En premier, pardon. Alors, qu'est-ce que je pouvais vous dire ? Je voulais finir là-dessus, les copains. J'aurais pu rajouter plein de trucs. Parce que vous le savez, je suis très friand d'humour, donc de comédie française. Et bien, évidemment que je pourrais vous parler de Dickeneck chez nos amis belges. Là encore, un casting de taré, parce que t'as quand même François Damiens, Marion Cotillard, Florence Foresti, t'as un casting de fou. Je peux vous parler de Nos Jours Heureux, du Gendarme à Saint-Tropez, du Grand Blond avec une chaussure noire, de Bienvenue chez les Ch'tis, plus récemment La Folle Histoire de Max et Léon, du Palmacho, que je trouve extraordinaire. Papy fait de la résistance, évidemment. Arrêtez où je hurle, évidemment. Il y a tellement de choses. C'est tellement un beau réservoir, la comédie française. C'est tellement ce rendez-vous populaire qui, quand c'est bien fait, marche à chaque fois. On parlait de Jean-Pierre Bacri tout à l'heure, les comédies de Bacri, donc c'est Cuisine et Dépendance par exemple. Il y en aurait 1001 à citer. La Cité de la Peur, évidemment. Mais j'ai quand même 2 choses à vous dire, à vous révéler. Dans cette vidéo, je vous l'ai dit, on est dans les révélations. J'ai quand même 2 choses. Et là, on va créer le débat. Je dois vous avouer quelque chose, parce que quand on parle de comédie française, je sais que beaucoup vont penser à celle-là. Astérix et Obélix Mission Cléopâtre n'est pas une rêve pour moi. Pour moi, je dis bien pour moi, c'est pas universel, je sais que je vais me faire tomber dessus, mais ça me fait marrer. L'esprit canal, j'aime beaucoup, il n'y a pas de problème. Mais je le tiens pas comme rêve. Pourtant, il y a des trucs, tu vois, il y a des citations, là encore, qui ont traversé même les décennies, on peut le dire aujourd'hui, au moins une. Il y a des acteurs de fou, la réalisation est extraordinaire, Alain Chabat fait un truc énorme, mais je dois vous avouer que je fais pas partie de l'équipe de... Alain Chabat, c'est un génie, tu vois. De ces gens où tu leur dis, mais en fait, t'as vu quoi d'autre d'Alain Chabat, si ce n'est Astérix Obélix Mission Cléopâtre ? T'as vu Didier ? Non, Didier, c'est mon garagiste. Donc, je suis pas du tout dans l'équipe. Alain Chabat, c'est un génie. J'aime beaucoup Astérix Obélix Mission Cléopâtre, mais pour moi, c'est pas la ref absolue. Tu vois, dans l'esprit Astérix Obélix, je préfère le premier, de Claude Zidi. T'es dans la BD, t'as quand même une belle réalisation aussi, t'as un casting de tarés, Claude Rich, Benigni, Depardieu, Clavier, qui sont aussi dans l'autre, tu me diras, Laetitia Casta, Pierre Palmade, hein, qui jouait de la harpe dans le 1, avant et après il a joué de l'héroïne, tu vois. Ah, je sais que je vais créer le débat, je le sais, mais je le tiens pas pour moi en très haute estime. Astérix Obélix Mission Cléopâtre n'est pas dans mon top 10.
Il est dans mon top 15. Voilà, je le dis, je suis désolé, je le dis. Et j'ai une deuxième chose à vous révéler. Et définitivement, tout le monde va se désabonner. J'ai un faible, mais que j'assume parce que je les trouve vraiment très bons. J'ai un faible pour ceux que l'on appelle aujourd'hui, niveau comédie française toujours, pour finir là-dessus, la bande à Fifi. Philippe Lachaud, donc avec Tarek Boudali et compagnie. J'ai un faible pour cette équipe-là. Ceux qu'on fait Babysitting 1, Babysitting 2, 30 jours max, Épouse-moi mon pote, Alibi.com 1, Alibi.com 2. J'ai un faible pour eux. Pour le coup, Alibi.com 2, je le mets dans mon top 10. Et je sais que je dérange. Je sais que je mets les pieds dans le plat. mais je les trouve excellents. Je les trouve excellents dans l'écriture, dans la réalisation. Et j'explique. J'ai une bonne raison. J'ai même une raison théorique. J'ai une raison intellectuelle, tu vas voir. Parce que, alors après, oui, c'est un humour potache, comme on dit. On va être très clair. Oui, c'est parfois un peu lourdingue. Je vous dis pas que toutes les vannes me font hurler de rire. Pour le coup, en termes de texte, c'est un petit peu fragile. J'ai vu la dernière fois, par exemple, j'ai revu Babysitting.com 2, là. Non, Babysitting 2. J'étais pas mort de rire. En fait, c'est très paradoxal. Je les adore, mais je ne hurle pas de rire. Je ris plus devant Astérix, Obélix, Mission Cléopâtre, par exemple. Mais je trouve que leur travail scénaristique, plus le temps passe, plus je les trouve excellents. Notamment Alibi.com 2, où pour le coup, lui, je peux hurler de rire à chaque fois, parce que je trouve que c'est parmi les comédies françaises les mieux écrites de ces 20 dernières années. Philippe Lachaud, enfin en tout cas cette équipe-là, quand ils font leurs films, ils respectent un truc qui est super dur à faire en comédie. Et c'est là où j'intellectualise un peu la chose, mais c'est la bonne phrase. On ne rigole pas avec l'humour, c'est très sérieux. Il y a une théorie qui s'appelle le fusil. Le fusil de Tchekhov, elle est restée célèbre comme ça, du nom du dramaturge russe Anton Tchekhov, qui avait théorisé un truc, alors lui on était plus dans le monde du théâtre, mais qui avait théorisé le fait que pour fabriquer une bonne pièce de théâtre, là en l'occurrence une comédie, pour fabriquer une bonne comédie, il faut que tout soit à sa place. Alors vous allez me dire c'est complètement con, évidemment, mais ce que je veux dire par là, c'est que chaque élément que vous mettez en avant, sur un plan, sur une vanne, sur un personnage, chaque élément que vous mettez en avant, il doit avoir sa place à un moment donné dans le film. Il doit installer un gag, il doit installer un élément narratif, il doit installer quelque chose. Rien n'est gratuit. Et on voit beaucoup de comédies qui se perdent comme ça, par exemple. Tu vas mettre en avant des personnages, en fait, tu les revois plus, des situations que tu vas pas exploiter, du coup, ça sert à rien. Et je trouve que la bande à Fifi, je les adore, parce que justement, ils ont cette capacité à ce que tout ait sa place. Je pense dans Alibi.com 2, il y a une scène qui me vient en tête. À un moment donné, tu vois une colombe qui est censée apporter des bagues. Bon, je vous divulgage pas le bordel. Et ben la colombe, tu la retrouves dans un gag 10 minutes après. Mais littéralement 10 minutes après. Et tout a sa place. Tout a du sens. Et je trouve qu'il y a une forme d'intelligence dans leur écriture. On aime, on n'aime pas. Là, je comprends parce que je l'ai dit, c'est un humour peut-être un peu plus lourdingue, j'en conviens. Mais je les trouve très bons. Et je les trouve même un peu sous-cotés, où on a tendance, tu vois, à dire ouais, la bande à Fifi, c'est pas ouf. Quand tu vois ce qui vient de sortir, certains lames chauves avec Kev Adams et Michael Youn, bon voilà, tu vois. Et je pense que parfois, il faut reconnaître les mérites. On ne fera peut-être jamais mieux que les films que je vous ai cités là, mais c'est pas un concours. Le but, c'est de voir ce qu'on peut proposer aujourd'hui avec l'humour d'aujourd'hui, les scènes d'aujourd'hui et tout. Et je trouve ça plutôt chouette. Donc, tu vois, typiquement, la bande à Fifi, je les trouve excellents. Et le Palmacho, je les trouve excellents. Pareil, la folle histoire de Max et Léon, je le mets top 15, tu vois. Je trouve que c'est extraordinaire. Ils osent des trucs et tout. Je trouve ça vraiment très, très bien. Donc, voilà là-dessus. Ce que je pouvais vous dire, les amis, je pourrais parler d'OSS 117. Et évidemment, pareil. OSS 117, top 10. Ça, je le dis. OSS 117, il est 8-7. 8e, 7e. Petite préférence pour Rio ne répond plus. Le deuxième. Il y a eu le Carnet d'espion, Rio ne répond plus. Le troisième, pas ouf. Le troisième, j'ai pas trop aimé. Mais vraiment, j'aime beaucoup. Vraiment, j'aime beaucoup. Donc voilà, les amis, pour ce top 5 de mes comédies françaises préférées. J'espère que ça vous a plu. Dites-moi ce que vous en avez pensé. Je vous l'ai dit, je veux apporter du bonheur, je veux apporter du partage. On parle d'actu, on en a parlé, on en reparlera. J'avais envie de cette vidéo, j'avais envie de cette séquence, de partager ça avec vous les amis. Maintenant, je prends le chat, dites-moi un peu, vos classements, dites-moi dans le commentaire également, dites-moi tout, ce que j'aurais oublié. Si vous avez envie de m'insulter, de me menacer, c'est maintenant. On y va les amis.
Il y a Pouce Mulot qui dit perso, Père Noël est une ordure, le seul truc qui me gêne, c'est qu'il y a que des pauvres et des marginaux mis en scène dans le film. C'est un peu se moquer des beaufs. Après, c'est grave drôle et tout, zéro problème. Mais le dîner de con, par exemple, de ce point de vue, là, c'est bang. Ouais, non, mais le dîner de con aussi. Dîner de con top 10, évidemment, je l'ai même pas mentionné, quoi. Anarchy08, pour ce qui est des Visiteurs 2, Rémi, t'as de grosses erreurs de montage et des plans manquants. Bah, c'est pour ça que j'ai parlé du 1. C'est pour ça que ouais, le 2, tu sens que ça se pète un peu la gueule. En plus, l'histoire folle de changement de personnage. Le personnage de Valérie Lemercier qui est ensuite joué par Muriel Robin, ouais, c'est pas ouf. Bayard 92, Rémi, tu n'as jamais vu les Tontons Flingueurs? Ouais, non mais si, mais tu vois, mais en fait, plus j'avançais dans mon classement, plus je me disais j'ai oublié des trucs. Alors que les Tontons Flingueurs, franchement, les Tontons Flingueurs, j'aurais pu le mettre 5e. J'aurais pu le mettre à la place de la Grande Vadrouille. Parce que j'aime trop. Les dialogues d'Audiard, c'est trop fort, c'est trop bien. C'est trop bien. Et ouais, j'aurais dû le mettre 5e, tu vois. Koandamag qui dit la chèvre dans le top 10. Bah tu vois, ah si quand même, la chèvre, les compères quand même, top 15. Il commence à être serré mon top 15. On va aller sur du top 20 quand même. Emiliode qui dit au final un top 5 sur les comédies françaises c'est infaisable. Je crois que c'est exactement ça. T'as résumé la chose. Thiodès qui dit 2h moins le quart avant Jésus-Christ. Bah évidemment, mon papa est fan de Coluche, donc 2h moins le quart avant Jésus-Christ, je crois que je l'ai vu, j'avais 4 ans, tu vois. Alors j'ai pas tout compris, hein. Je l'ai revu il y a pas longtemps d'ailleurs, et je trouvais ça super. Donc ouais, faut plutôt aller vers des top 100, je crois. C'est ça le truc. Donc les amis, on va finir là-dessus. J'espère que vous avez passé un bon moment. Cette séquence me tenait à cœur, vous le savez. Je vous en parle beaucoup ces derniers temps. J'ai envie d'aller vers ces moments-là. Voilà, on panache, on fait un petit peu de tout. Et j'espère que ça vous a plu. Les copains, demain, double dose. Demain, farce tranquille. Et demain, Juste Bistrot. C'est l'enchaînement terrible, l'enchaînement magnifique. Et demain, dans le Juste Bistrot, je vous le dis tout de suite, grosse séquence sur les sociétés de production et la TV publique. Ah, j'ai mené l'enquête, je me suis farci ça en début de semaine. J'ai découvert des choses qui vont vous plaire. On va se farcir la télé publique, l'escroquerie de la télé publique. Rendez-vous demain dans le Juste Bistrot 16h45 et on enchaînera sur la farce tranquille. Voilà les copains, merci d'avoir été là ce soir. J'espère que vous avez passé un bon moment. On se retrouve demain plein badin. Je vous salue, je vous embrasse. Vive la rigolade et vive la France.